Guillaume Genoux, c'est le mec qui a littéralement retourné les réseaux sociaux depuis 1 an avec son humour bien à lui. Il a explosé tous les compteurs et rassemblé des millions d'abonnés et il a le mérite d'être tout terrain. Des featuring avec Amixem aux imitations de Trump, il arrive à faire mouche à chaque fois avec ses mises en situation. On fait une pause de 5 minutes. Mais c'est juste que je me sentais pas très... Tu sais, comme tu m'as dit ta gueule plusieurs fois. Dans cet épisode, on va parler de son processus de création qui lui garantit de faire des millions de vues chaque mois. Mais on va aussi parler de toutes ses galères et ses apprentissages, car s'il a finalement réussi à exploser rapidement, ça n'a pas toujours été aussi simple. Guillaume Genoux sur Solocréa, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Solocréa, le podcast dans lequel on explore les métiers de la création de contenu et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis ravi. Pourquoi ? Parce que c'est un créateur qu'on accueille et c'est pas n'importe lequel, c'est Guillaume Genoux. Wow. Bonjour, bienvenue déjà sur Solocréa. Bonjour à tous. Bonjour là, même si je suis flou. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Franchement, voilà, je te l'ai dit en off juste avant, mais on se connaissait même pas tant. Et en plus de ça, tu fais assez peu d'interviews, enfin en tout cas je t'ai pas vu sur des milliards. Je donne très peu de mon temps. Voilà. Non, juste on m'invite pas. Bah écoute, moi je suis ravi de t'accueillir parce que voilà, je trouve que tu es un créateur extrêmement intéressant. Bon, c'est pas du tout lié à ton uniquement en tout cas à ton buzz récent, même si c'est très intéressant qu'on en parle. Tu as une ascension en tout cas fulgurante pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas. Je fais un tableau rapide, tu me compléteras ou tu me corriges si je me trompe, mais voilà. Tu es du coup créateur de contenu humoristique. Enfin, voilà, tu fais que de l'humour en tout cas, de ce que j'ai vu pour l'instant. Tu as sur YouTube un peu plus de 600 millions de vues cumulées. Tu fais entre 40 et 50 millions de vues par mois sur tous tes réseaux confondus. Et tu es en route là, très rapidement vers les 1 million d'abonnés sur les autres plateformes. Donc là, tu viens de les dépasser sur YouTube et sur TikTok, Insta, etc. TikTok, t'es à 900 000 là, quelque chose comme ça 850. Tu m'as saucé là. Attends, on n'a pas parlé d'argent en plus encore pour l'instant. Mais donc voilà, je pèse. Voilà, le résumé, le gars pèse. Non mais en vrai, c'est vraiment impressionnant parce que comme je disais, à chaque fois que je me balade sur tes comptes, déjà c'est une dose de dopamine instantanée que je prends. On va parler un peu de comment tu trouves tes idées, comment tu fais pour captiver aussi bien l'attention. Carrément, je vais donner toutes mes recettes. Voilà, il n'y a rien de créatif. C'est le but de l'émission. Le vol, je vole beaucoup. Parfait, on va parler du plagiat aussi. Ouais, j'adore ça moi. C'est intéressant. On va parler de plein de sujets un peu que j'ai commencé à évoquer. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on parle très rapidement de ta vie avant les réseaux et de comment est-ce que tu as atterri ici, sur ce podcast. Quand est-ce que tu as commencé ? Parce que moi j'ai l'impression que tu as commencé assez récemment et que tu as pété très vite. Ouais. Peut-être que je me trompe. J'ai commencé, on va dire, grave tôt. Je dirais que j'ai vraiment commencé au lycée. Je faisais des vidéos avec un pote et on avait 1 heure et je sais pas, on a eu un délire un peu chelou. Et c'est vraiment, ça part de ça, hein, c'est fou. Il avait fini un Capri Sun qu'il avait posé sur sa table comme ça. Et il y avait une poubelle pas loin de la table et on s'entraînait à faire... On faisait les gros gamins en mode moine Shaolin et on faisait tout. Et on essayait de taper dans le Capri Sun pour que ça parte dans la poubelle. Et en fait, c'était super dur parce que, bon bref, voilà, on s'en fout. T'as eu une révélation en gros. Et d'un coup, on s'est dit, attends, viens, on filme, c'est trop drôle. Et du coup, on était en... Poum. Et lui, il a pris le rush et il a fait le montage. Et moi, au début, j'étais en ouais, bon, on a filmé un truc... Et il est revenu, il m'a montré le montage et moi j'ai trouvé ça fou quoi, parce qu'il avait mis de la musique, il avait mis des effets un peu MLG à l'époque, c'était l'époque MLG il y a 10 ans et tout. Les montages, surmontages avec des effets, des explosions partout, des refs dans tous les sens. Et du coup ça faisait un truc avec des effets, poum poum poum, avec la musique et tout. Le Shaolin Master MLG Pro Katowice 2069 of Doom. C'est ça. J'ai bossé. Et du coup j'étais en mais c'est fou la magie du montage, je veux faire pareil. Et du coup, on a filmé genre 5 ou 6 épisodes comme ça, d'1 minute, des trucs vraiment nuls à chier, hein. Mais marrants quoi. Enfin, nous, ça nous faisait rire. Première vidéo au lycée, avec un pote. C'est ça. On a enchaîné quelques vidéos, j'ai découvert plus le montage. On s'est mis à faire quelques petites scénettes et tout. Et un jour, le jour de mon anniv, je sais pas, j'ai fait viens, on fait un mini court-métrage, pareil, un truc qui dure 4 minutes, qui a aucun sens. Et c'était marrant. Et après, j'ai un peu abandonné parce que c'était l'arrivée des études sup quoi, j'ai eu mon bac et on m'a dit ouais tu veux faire quoi ? Je dis je sais pas, j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien le ciné et on m'a dit les jeux vidéo c'est l'informatique. Donc l'informatique ça marche bien en ce moment hein, Guillaume. Enfin la conseillère d'orientation elle m'a dit ça comme ça et tout, elle m'a dit l'informatique et tout c'est le futur. Donc fonce là-dedans. Et le cinéma, moi j'étais et le cinéma il y a moyen ou Là on est en fin de lycée, on est genre en 2016 du coup, enfin il y a 10 ans environ. C'est ça, exactement. 2015-2016. Et tu dois choisir une école et on te dit d'aller en informatique parce que t'aimes bien le jeu. Et du coup, alors qu'en fait, le piège. Ouais, parce que alors en informatique, je crois les jeux vidéo c'est beaucoup de matrice, mais c'est quand tu codes. Sauf que moi, quand je voulais faire du jeu vidéo, c'était beaucoup plus du game design. Mais j'avais jamais entendu parler du game design. Donc moi, je vais apprendre l'informatique hardcore.
Comme ça, je pourrais faire du jeu vidéo. Mais entre coder et concevoir, ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais. Moi, ce qui me faisait kiffer, c'était la partie imaginer. Je tente, ok, je veux faire un jeu vidéo, il va se passer ça au début, on va rentrer dans l'histoire. Ouais, game designer. C'est game designer classique, ouais. Genre imaginer les levels et tout. La déception, elle devait être. Ouais, vraiment. Je suis arrivé, j'ai fait 3 mois devant un ordi comme ça, intensif, faire du Java, du Python. Et c'est cool, en vrai, ça donne les bases, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et au début, t'es en mode putain, c'est kiffant. Putain, j'ai l'impression d'être le hacker dans les films, il y a un côté un peu cool. Et après, bah. Après, tu vois que non. Et après, ouais, après, t'en. Ah ouais, c'est. Et ça va être ça toute ma vie, là. Ou au moins pendant 10 ans, avant de devenir chef de projet et de dire aux autres, fais ça. Okay. Et du coup. T'as pas continué, du coup, j'imagine. J'ai vraiment vite abandonné au bout de 3-4 mois. Okay. Mais j'ai fini mon année quand même, parce que j'ai trouvé un truc qui s'appelle. En gros, j'ai fait un DUT Info. En mode, je vais faire DUT Info pour faire un G informatique. Et il y a un truc qui s'appelle DUT MMI, qui est un truc un peu nouveau. Avant, c'était. Mec, j'ai complètement la ref, j'ai failli faire ça. Putain. Avant d'arrêter l'école. Et bah voilà, j'ai un pote qui a fait ça, il m'a dit c'est génial. Et au début, je me dis, c'est quoi ton truc de nul? Tu mélanges de l'informatique, de la com. C'est multimédia, c'est ouais, c'est ça. Métier du multimédia et de l'internet. Ouais. Gros big up s'il y a des gens qui ont fait ça. Ou des anciens profs, tout ça. Bref. Et donc, on avait des trucs hyper scientifiques comme ça, de la programmation. Et d'un autre côté, on avait un côté un peu plus com, marketing digital, machin. Et un tout petit truc d'audiovisuel comme ça. Premier cours, analyse filmique. Et là, je tombe. Ah ouais, c'est ça que j'adore. Mais c'est fou. La créativité, elle est partout dans le ciné. Je me suis mis à geeker à mort la réal sur YouTube. Il y a plein de chaînes de réal ou de mecs qui parlent de caméra, des gros geeks qui sont... La nouvelle caméra, elle permet de filmer en 4K4, en 4 10 bits, en 4 machin. J'avais une grosse phase aussi où je regardais toutes les chaînes ouais. en plus qui font les mêmes reviews des mêmes matos. Ouais, c'est ça, ouais, grave. D'avance, tu regardes toutes ces... Je me suis mis à tryhard. Et à côté, dès que j'avais du temps à faire des trucs. Et du coup, ça m'a permis direct de passer en école de ciné en alternance. Du coup, je suis arrivé en bac plus 3 direct, donc trop bien. Et donc là, je pouvais être payé en alternance, j'étais cadreur-monteur dans une boîte. Et à côté, j'étais en école de ciné, donc je faisais des courts-métrages et tout. Genre ma dernière année en début Master 2, j'ai rencontré des gens et tout, on en parlera plus peut-être, enfin je sais pas si c'est le moment de parler de vas-y. Comment je me suis lancé là-dessus. Mais j'ai rencontré un créateur qui s'appelle Victor Apchi, qui est le fondateur du Guide Ultime. Gros crack, Victor. Gros crack. Ouais, très très chaud. Et non, je l'ai rencontré et je lui ai dit, en tant que bon étudiant en ciné, tes vidéos elles sont bien, mais elles sont mal filmées, la lumière. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'étais un peu. La première interaction. Okay. Alors que le mec il avait des millions et moi j'avais personne. Mais j'étais un peu en mode trop cool des vidéos, mais tu pourrais t'améliorer, prends une cam, je sais pas, fais des beaux plans et tout. Et il me disait, bah non, en fait, la création de contenu, c'est l'authenticité. Et quand c'est fait à la One Again, il y a un côté fait maison. Et c'est ça qui plaît en ce moment. Et il m'a un peu ouvert les voies et tout. Et genre, au fur et à mesure, d'un coup, je skip 2-3 étapes. Mais j'ai recroisé un pote que j'avais vu il y a 4 ans et lui, il me dit, bah j'ai 800 000 abonnés sur TikTok. Je tente quoi? Et lui, Victor, il m'a invité à une soirée où j'ai rencontré plein de créateurs de contenu. Et pour moi, TikTok, c'était des danseuses et des trucs. Vas-y, c'était pas du tout ma génération, c'était juste en dessous, tu vois. T'étais en mode mec de cinéma stylé, des dédieux des réseaux sociaux. C'est ça, moi je tente. TikTok, les danseuses là, très peu pour moi. Et il m'a dit, si, tente. J'ai fait une vidéo très conne, très courte. Elle a fait 8000 vues en un jour, donc je tente. Wesh, 8000 vues en un jour. Et en 3-4 jours, elle est montée à 100 000. Et là, j'ai pété mon crâne, je tente. Ouais, c'est n'importe quoi. Attends, cette plateforme. Ouais. J'ai fait un truc en 15 secondes qui a fait 100 000 vues. Alors que je fais des courts-métrages qui me prennent 6 mois, j'appelle que des gens. Oui, on peut tourner dans votre restaurant gratos. Non? Bon, bah oui, on peut tourner dans votre restaurant gratos. Oui, tu peux me prêter une caméra, j'ai pas d'argent. Et au final, on est 20 à bosser sur des trucs où personne n'a envie d'être là parce qu'il n'y a pas d'argent, on bosse des heures parce qu'on n'est pas pro. Qui font le nombre de vues du nombre. Et à la fin, ça fait 20 vues et c'est que tes potes. Waouh! Tu fais 100 000 vues sur ta première vidéo, ouais, et du coup, ça t'ouvre les yeux. C'est ça, ouais, gros shot de dopamine. Et d'un coup, je fais d'autres vidéos et les autres, elles bident. Enfin, pas elles bident, mais elles font genre 500 vues. Et je suis en mode, putain, c'est pas mal 500 vues déjà. Ou 1000 et 2000 vues. C'est galère quoi. Mais c'est ça, d'un coup, je suis en mode, putain, j'ai fait 100 000 et là, je fais 500. Je pensais que j'étais un génie. Tu penses que t'as eu une chance du débutant ou juste. Entre guillemets, ou juste. Ouais, un peu, hein. C'était le même type de contenu que t'as fait. Je pense que la chance de débutant que j'ai eue, c'est que cette vidéo, je l'ai faite en première. Parce qu'elle était sur ma liste de vidéos à faire. Mais je me suis dit, tiens, je vais faire ça en premier, c'est un bon début. Parce qu'en gros, la vidéo, c'est con, c'est bonjour à tous, je m'appelle Guillaume et je me lance sur TikTok. D'un coup, je sors du cadre
Et je re-rentre en courant et je me jette sur un mur et c'est écrit TikTok, tu vois. Et boum, et le mur il est en métal donc ça fait un bruit de fou. Ok, mais c'est trop marrant, on va forcément. Donc c'est super con quoi. Ouais, et je pouvais la faire que en première donc je me suis dit tiens bon vas-y, je commence par ça, on verra. Elle existe toujours? Oui. Ok. Tu peux aller la voir. Du coup, parfait. J'aimerais bien qu'on parle justement de comment tu as abordé justement les plateformes, notamment TikTok. Tu as lancé Insta aussi et YouTube, les shorts en même temps. Enfin, genre, tu publiais partout ou au début tu étais que TikTok? Non, pas du tout. Est-ce que tu te définis comme un créateur TikTok? C'est grâce à TikTok que j'ai commencé en vrai. Okay. C'est TikTok qui m'a lancé de fou. Et c'est la plateforme qui même aujourd'hui, même financièrement, quand ils ont mis la rémunération à partir de plus d'1 minute, moi pour les débuts ça a été mais tellement bénéfique, ça m'a tellement mis trop bien quoi. Ça m'a permis de vivre, genre je gagnais 2000 € par mois de la création. Bon bien sûr tu déclares et tout, il reste 1400. Au bout de combien de temps? Première année? Au bout d'1 an, ouais, je gagnais 2000 € par mois je pense. Juste avec TikTok du coup? Juste avec TikTok, ouais. Et non, du coup, ça me faisait 1400, gagner 1400 de la création, j'étais trop content, quoi. Max, quoi. Ouais. C'est ça. Moi, du coup, la boîte de prod où j'étais, ils m'ont proposé un CDI et tout, et je me bah ouais, mais je sais pas, peut-être que c'est mieux de tenter. C'est maintenant, je suis jeune, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de meuf. Enfin, ok. Bon, on va en parler après des revenus, c'est méga intéressant. Mais du coup, pour revenir sur la question, il y a plein de fois où on te dit, t'es TikToker, toi? Et tu sais, un truc de. Ça sonne un peu comme t'es youtubeur, toi, en 2006. Ouais. Tu vois, il y a un truc de. Non, je ne suis pas TikToker, je suis aussi youtubeur et je suis aussi Instagrammeur, je suis créateur. Tu vois, genre, il y a un truc d'ego de. Non. Okay. Parce que TikToker, ça reste associé à une prod au téléphone, un truc rapide. Souvent, les gens, ils se filment un peu, ils filment leur front comme ça, tu sais. Les gars, vous avez vu, mais ça va pas ou quoi? Tu vois, il y a beaucoup. Pas envie d'être associé à. Du coup, il y a une DA où je suis pas exactement. En fait, j'aime pas être réduit à TikToker, mais en vrai, je suis carrément un TikToker, quoi. Mais enfin, tu acceptes qu'on le dise, mais toi, tu te définis en tant que créateur quand tu te présentes, quoi. Tu dis. En fait, il y a un mini truc, ouais, à l'intérieur de. Je suis pas que ça, alors que carrément, je suis TikToker. Pas que, mais je suis TikToker, tu vois. Et c'était quoi ta stratégie à la base? Du coup, tu as commencé, donc c'est TikTok qui t'a lancé, comme tu l'as dit. Quand est-ce que tu as commencé les autres plateformes? Et est-ce que tu avais une stratégie peut-être de contenu au départ? On va en parler après maintenant de comment tu réfléchis, comment tu trouves tes idées, etc. Mais c'était quoi ta strat? Pardon. Parce que tu publiais juste. Ouais, au début, énorme stratégie marketing. Ça a bossé. J'ai orienté mon contenu très vers l'extrême droite. Pas du tout. Le mec horrible. Non, au début, je faisais tout au pif, hein, vraiment. Dès qu'il y a un truc qui me faisait rire, je faisais vas-y, je fais ça. Vas-y, je fais ça. T'avais pas de calendrier ni rien, enfin, t'avais pas de stratégie ni de fréquence de publication ni de Si, au tout début, je tente vas-y, je vais faire une vidéo tous les 3-4 jours. Je filmais à la cam, je mettais une perche et tout. Ah oui, quand même, ok. Et on m'a dit non, c'est trop lent, frère, arrête. Et j'ai testé de filmer que hôtel. J'ai acheté quand même un micro. Oui, que tu branches dessus, quoi. C'est ça, les micros cravates là. J'ai investi, j'ai mis 200 balles dans les micros cravates. Mais en investissement de tous les temps, c'est le truc que j'utilise le plus. Mais vraiment le plus. Tu utilises le même encore aujourd'hui? Non, j'ai changé. Ah, ok. Mais j'ai toujours des micros cravates, ouais. Vas-y, t'as la ref ou pas pour les gens qui voudraient se lancer? DJI Mics, hein, c'est le feu. Hein. En fait, t'as un aimant, donc tu peux le mettre en dessous, tu mets l'aimant et hop, on voit quasiment rien. Okay. Donc pour la création, et puis tu peux l'adapter. Je vends un produit, placement de produit. Non mais tu peux le mettre sur ton tel ou sur une cam ou sur tous les tels, c'est USB-C ou Lightning pour iPhone. C'est stylé, ouais. Ça rend le feu, ouais. Et du coup, j'ai un peu abandonné la cam et tout, et je me suis mis à faire une vidéo par jour. En mode vas-y, mes vidéos elles durent 15-20 secondes. Faut que je trouve une vanne tous les jours, un truc rapide, et puis ça va me stimuler quoi. Et du coup, j'ai enchaîné une vidéo par jour pendant 1 an quasiment. Genre des trucs un peu. J'essayais du coup de faire des trucs un peu punchy, un peu plus humour noir ou un peu humour choquant parce que je sais que c'était plus viral. Ou alors humour très con quoi, humour absurde. Théo Babac, grosse ref à l'époque pour moi. Et en vrai, c'est hyper formateur, je trouve, de faire parce qu'au début, tu fais des trucs qui bident. Alors qu'après, tu vas faire des trucs de mieux en mieux, tu vas comprendre ce qui marche pas, ce qui marche pas quoi. Ouais, avec du test au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Ok. Donc au début, ta stratégie, c'était bourriner un peu. Ouais. C'était publier tous les jours, te mettre une discipline de publication vraiment régulière, voir ce qui marche, pour après peaufiner, on va dire, améliorer ta recette. Comment tu la définirais du coup ta recette aujourd'hui? C'est des sketchs plus écrits, mais est-ce que... j'aimerais bien que tu me la présentes toi. Ouais. C'est quoi ton contenu? C'est quoi Guillaume Genoux aujourd'hui? Bon, c'est un peu de parmigiano, des jaunes d'œufs, une cuisson al dente quoi finalement. Trop relou. Ah, ma recette de vidéo, ok, pardon. Ça dépend, hein. J'aime bien les trucs vraiment absurdes, cons. J'aime bien quand il y a une idée conne et on va à fond dedans après. Genre là, je suis en train d'écrire une vidéo, je sais pas quand est-ce que je vais la tourner, mais j'étais juste, en gros, j'ai mon meilleur pote qui est revenu de Nouvelle-Zélande et d'Australie, il est parti 2 ans, et quand il est revenu, lui,
il faisait que des grosses escapades dans les montagnes et tout. Il respirait l'air pur et quand il est revenu, je lui dis ah tu kiffes l'air pur du métro, tu vois. Et d'un coup il fait ça m'avait manqué. Et d'un coup j'ai eu une révélation de putain c'est trop drôle ce truc con de tu sais il y a les gens qui sont nés genre t'es un nez de parfum, nez dans le vin, tu sais ils ont un nez de fou. Et du coup j'ai envie de faire un sketch le nez du métro, genre le mec Jaurès 22h. Un truc où le mec il a les yeux bandés, il y a une petite musique classique en mode documentaire. Cet homme est un nez. Et du coup ça part d'une idée très conne et après le pousser très très loin quoi. Ok. Donc pousser à l'absurde. Ouais. C'est qu'en fait, tu les bosses quand même, enfin pas mal tes vidéos aujourd'hui en termes j'allais dire de prod, mais même de mise en scène quoi plutôt. Ouais, bah, j'essaye. Bah, c'est ça qui me fait kiffer quoi. C'est qu'avant j'avais réussi à faire la jonction entre les bons côtés d'avoir fait une école de cinéma et d'avoir un peu cette rigueur et ce savoir-faire là aussi et TikTok quoi. Ouais, bah de plus en plus. Parce qu'avant j'avais un espèce de truc de si je publie pas 15 vidéos par mois ou plus, bah j'ai pas assez de thunes à la fin du mois, tu vois. Donc je faisais plus des vidéos rapides en mode chant contre chant, de la vanne, de la vanne, de la vanne, de la vanne, de la vanne. Mais du coup, c'est pas très original, on va dire. Enfin, c'est drôle, c'est du comique de dialogue, mais c'est pas du tout du comique de visuel où c'est pas très intéressant pour moi en termes de réal, quoi. Donc j'étais plus dans on produit. Que là, j'arrive plus dans une phase où j'ai un peu plus de temps ou plus d'argent, tout simplement. Et je peux aller faire des sketchs avec plusieurs scènes ou qui partent plus loin, où je peux me dire, bon vas-y, il y a un costume, il coûte 200 €. Mais vas-y, pour la blague, c'est trop drôle, il faut mettre cet argent, tu vois. Et qui mettent plus de temps à faire aussi, etc. Et du coup, tu confirmes ce truc-là qu'en fait, il n'y a plus besoin au bout d'un certain moment de publier tous les jours pour avoir un compte qui marche, pour soit faire beaucoup de vues, soit gagner son abonné, etc. Carrément, ouais. Ok. Et ce qui te plaît le plus, c'est la partie réelle, justement, un peu, imaginer, mise en scène, etc. Ou c'est l'acting, parce que tu te mets toi-même beaucoup en scène dans tous tes vidéos, quasiment, en fait. Non, si, c'est plus la réelle, ouais. Ok. Moi, mon acting, je me retrouve beaucoup dans les personnages un peu simples où le mec est toujours « Ah bah c'est... Ouais, top cool, super !» Ça, c'est giga zone de confort. Ok. Deuxième zone de confort, c'est en fait... Comme genre ça va être compliqué pour moi d'aller jouer, je sais pas, un gros patron de banque, parce que bah, j'ai pas la gueule, d'aller jouer un plombier, d'aller jouer un bûcheron. Je peux tenter d'avoir des mimiques, cracher, j'en sais rien, faire un truc. Je peux adapter mes mimiques, mais des fois je vois des acteurs, je sais putain, mais lui, ça le fait 1000 fois mieux. Et c'est évident, tu vois. Au ciné, t'as besoin d'un mafieux, tu prends pas moi. Tu prends toi, par exemple. En comédie, il y a toute une règle. Je fais du théâtre d'impro, on en parle souvent dans l'impro. Il y a un truc qui s'appelle le straight and funny. En gros, c'est toujours bien qu'il y ait un personnage qui soit hyper... Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Parce que du coup, il incarne un peu le spectateur. Et le personnage funny, donc le mec qui est fou, quoi. Et souvent, moi, c'est trop bien parce que je peux jouer le straight. Je joue le mec qui vit des situations. En plus, j'ai un peu une tête de mec paumé, tu sais. Enfin, je peux avoir une tête de... Ouais, je vois. C'est une émission de... Ah, c'est pas en live. Tu sais, je peux jouer ce mec un peu paumé. Et du coup, face à moi, je peux mettre des acteurs qui vont jouer des trucs de fou. Et j'adore ce comique de situation, de me retrouver toujours dans des situations hyper random. Et du coup, en plus, je peux laisser place à l'acteur. Je peux le laisser jouer un truc trop drôle. Et moi, je lui donne de la nourriture, je lui tends des perches. Je tends le bâton pour me faire battre, en fait. Autre bon exemple, ta vidéo avec Amixem, où c'est que ça, en fait. Ouais, c'est ça. Tu te fais roaster par Amixem. C'est ça qui est trop drôle. 4 minutes, quoi. Ouais, c'est génial. Et je suis trop content qu'il a accepté, tu vois. Moi, je suis un peu une sorte d'éponge. Et donc, il y a des sketchs où je vais jouer un rôle très principal, où genre, bah là j'ai parodié Trump, donc je vais jouer Trump. Mais si genre, moi j'ai un rôle qui est presque secondaire, bah moi je fais office d'image, mais je m'intéresse beaucoup plus à la réal de la situation, du texte, de qu'est-ce qui va se passer. Et j'ai un seul sketch où j'ai fait ça, mais je m'en vais au bout de 10 secondes. Et je laisse le sketch se faire avec les acteurs, tu vois. Et limite plus tard, je kifferais peut-être un sketch sur 2 ne même plus être dedans, tu vois. C'est quoi ton ambition, toi? Tu veux aller où? Est-ce que tu veux être, toi, le plus, par exemple, le connu possible, ou est-ce que tu veux avoir les comptes les plus gros possibles, quitte à pas être dedans? C'est quoi ton ambition à 10 ans? Bah, moi, mon dream, c'est vraiment... au début, je voulais juste vivre de ma passion. Donc là, je vis le dream, en vrai. Je suis trop content, ouais, c'est trop cool. T'as fini, là? Le mec rigole. Oh, je suis trop content. Non, mais c'est trop bien, félicitations. Ouais. Enfin, en si peu de temps, encore une fois, merci beaucoup. C'est incroyable. Enfin... C'est vrai. Merci TikTok. C'est vrai que je prends jamais le recul d'y penser, tu vois. Moi, j'aimerais trop être une sorte de figure de l'humour, hein. Comme Freddy Gladieux, comme Mr V.
Est-ce que c'est un format que tu as envie de développer? Aujourd'hui, ta chaîne YouTube, c'est surtout les shorts, et enfin, la majorité des abonnés, etc. viennent de là. Moi, c'est plus les pantalons, mais... Non, mais... Putain. Le gros casse-couille. Faut pas que je le gros casse-couille. Là, il y a des spectateurs, ils sont putain, j'en peux plus de ce mec, je quitte la vidéo. Mais ouais, j'aimerais bien faire des formats YouTube avec beaucoup d'impro. Bah là, j'ai déjà fait une parodie de Hot Ones, qui s'appelle Cold Ones, et c'était trop kiffant à faire. Mais il faut juste que je me structure beaucoup plus parce que, on dirait pas, mais la vidéo, je l'ai tournée il y a 1 an et demi. Ah, ouais. Et en fait, j'étais un peu dans un truc de... En fait, j'étais avec un pote et je lui ai dit, la vidéo, on la monte soit ce week-end, soit je me connais, elle ne va jamais sortir. Elle est sortie. Parce qu'en fait, soit faut être dans le jus, soit après, je repasse en mode tête dans le guidon et je fais mes vidéos courtes, shorts, tu vois. Et mon pote s'est dit, non, attends-moi pour le montage, attends-moi. Et je t'en dis, vas-y, je t'attends. Et il est venu une fois, parce qu'il avait mis beaucoup de sa personne aussi, donc je comprends, tu vois. Donc il est venu, on a fait un début de montage, et derrière, 1 an et demi. Et donc je fais, putain, on avait tourné une parodie il y a 1 an et demi, et on l'a jamais faite. Et du coup, je fais, bon, vas-y, je me remets le nez dedans. Et j'ai fait 20 ou 30 heures de montage, parce que c'était giga long, ça faisait 1 heure au début. Et finalement, on l'a sorti. Et en fait, bah, j'avais beaucoup plus d'abonnés, donc finalement, peut-être que ça a mieux marché. J'en déduis que tu n'as pas de monteur, du coup, enfin déjà, pourquoi tu... Maintenant, ouais. Bah, en fait, comme j'ai fait école de ciné, j'ai toujours tout fait tout seul en mode tryhard. Moi, faut savoir que genre, dès que j'étais à l'école, j'avais, je sais pas, un prof de montage, je le prenais par le callback. On avait la chance, on était que 13, et peu de passionnés. Enfin, genre, peu de gens... C'est pas des gens qui étaient pas passionnés, mais... Si, en vrai, il y avait plein de passionnés, je dis de la merde. Mais c'est plus qu'ils étaient plus timides avec les intervenants. Okay. Il y avait quand même, je trouve, on captait pas assez le rapport. On n'était pas prof-élève, on était vraiment genre intervenant et peut-être futur cinéaste, tu vois. Au lieu d'avoir ce truc de mentor-apprenti, on était en mode prof-élève. Du coup, il y avait peu de gens qui allaient solliciter les profs hardcore, tu vois. Du coup, j'étais en mode putain, le prof est là. Mais après, je comprends, on était aussi très fatigués. Mais des fois, on laissait une mine de savoir dans un coin, tu vois. Et j'étais en mode, mais le mec, il a eu un César du montage. Il est chaud. Ou un César du mixage. Du coup, moi, j'allais voir les profs, je les prenais par le callback, comme ça. Je lui mettais la tête comme ça sur la table de montage. Écoute-moi bien, toi. Donne-moi tout ton savoir, ok? Non, mais du coup, j'ai appris, genre, v'là les trucs, tu vois. Sur le mixage, sur le montage des techniques, de plein de trucs. Et du coup, maintenant, dès que je vois un montage, je suis en... Ouais, t'as du mal à déléguer. C'est ça. Quand tu le fais, parce que j'ai un truc de... Ah, mais il connaît pas la petite technique du monteur. C'est genre... Où il connaît pas ce petit truc. Surtout sur les réseaux où la plupart des monteurs sont autodidactes. Bah, c'est ça, ouais. Enfin, non pas, on va dire, la rigueur en école de cinéma, quoi. Du coup, comme j'ai un certain savoir-faire, j'ai du mal à déléguer. Mais maintenant, j'y arrive de plus en plus, en fait. Et où limite, je dis, bah vas-y, fais-moi une V1. Et moi, je vais venir rajouter les petits épices, quoi. Mais ouais, je fais beaucoup tout seul, du coup. Est-ce que tu te sens mieux depuis que tu as commencé à déléguer? Parce que c'est littéralement mon métier d'aider les créateurs à faire des trucs. Enfin, moi, une partie de ma mission, c'est pas faire de l'éducation, mais de convaincre certains créateurs qui seront plus heureux après l'avoir fait. Et souvent, ça marche. Il faut juste bien faire le travail, normal. Mais en l'occurrence, voilà, comme je te disais, moi, c'est surtout sur la partie montage vidéo, plutôt pour YouTube, parce que c'est vraiment méga chronophage sur les formats longs. Bah, la preuve, voilà, t'as dit que tu avais passé 20-30 heures sur la vidéo dont tu parlais. Ce serait quoi ton conseil pour les créateurs qui commencent à générer un peu de revenus, tu vois, qui auraient les moyens de déléguer? Petite pause, extrêmement rapide, juste pour te parler de notre plateforme Web Talent, qui permet aux freelances des réseaux de mettre leur profil et leur portfolio en avant auprès des créateurs de contenu. Donc si tu es monteur vidéo, graphiste, auteur ou n'importe quel autre métier qui a les créateurs comme clients finalement, tu peux voir les offres de recrutement qui sont live actuellement sur la plateforme et t'inscrire en 2 clics si tu le souhaites via le lien en description. C'est complètement gratuit, j'espère que ça t'aidera à trouver de nouveaux clients et si tu es créateur ou créatrice, j'espère que ça te permettra de recruter la future pépite de ton équipe. Merci beaucoup et retour tout de suite à la vidéo. En fait, je trouve l'appréhension première, c'est est-ce que ça vaut le coup? Tu sais, souvent, t'as un truc de pourquoi je paierais alors que je peux le faire? Mais si tu te rends compte que toi, tu peux faire autre chose en même temps, c'est gagnant, tu vois. C'est gagnant-gagnant. Et pour des créateurs qui se reconnaîtraient, on va dire, dans ton profil, dans ton parcours, on va dire, voilà, qui font des vidéos peut-être un peu écrites, tu recommanderais de d'abord recruter un monteur ou peut-être plus un auteur? Ça dépend. Si tu sais écrire toi-même ou que tu es content de tes vannes, l'auteur n'est pas forcément nécessaire. Moi, je fonctionne beaucoup sur mes potes. Voilà, j'exploite les amitiés. Bonne technique. Ouais. Non, mais des fois, je suis avec des potes et genre, j'ai une idée de vanne. Et je dis, t'en penses quoi? Et il me dit, attends, vas-y, rajoute ça. Je suis, grave. Ou des fois, les gens, j'ai des acteurs. Je tourne beaucoup avec des gens avec qui je fit finalement, que je trouve très drôle. Des gens hyper talentueux.
Et eux, ils sont de nature très drôles. Donc en fait, dès que j'arrive avec une idée, eux, ils disent attends, viens, on rajoute ça. Et je suis putain, trop bien. Donc auteur, je trouve que ça peut facilement se combler. Mais le premier truc, ouais. Sauf si toi, t'es pas drôle de base, là, il te faut vraiment un auteur, tu vois. Ouais. Mais comme moi, j'ai fait 2 ans à faire tout seul. Et maintenant, je commence un peu à écrire avec des potes en mode vas-y, on se pose, on écrit tous les 2, on écrit tous les 3. Je trouve pas forcément ça, c'est pas le game changer l'auteur. Si t'as déjà un savoir-faire. Je sais pas, on pourrait se dire, moi par exemple, je connais moins ce milieu-là de l'écriture. On pourrait se dire que c'est l'essence, tu vois, même du créateur, avec sa personnalité, etc. Et que c'est clair. Parce que c'est le dernier truc à déléguer, tu vois ce que je veux dire, surtout si tu prends plaisir. Bah, je suis d'accord de base, mais il faut juste. En fait, si tu laisses l'auteur faire 100%, c'est là où tu perds. Mais si tu fais un ping-pong avec un auteur ou avec quelqu'un avec qui t'aimes l'humour, c'est juste mieux. C'est amélioratif. C'est ça. Parce que moi, par exemple, genre des fois, j'écris avec des potes, ils me balancent v'là les vannes, et je fais ok, c'est trop drôle, mais ça nique l'histoire. Okay. Et en fait, si on fait cette vanne, derrière, il n'y a plus aucune tension. Okay. Donc, merci pour ta blague, mais ciao. Tu vois, il faut quand même avoir une sorte de sélection, tu vois. Et en fait, il ne faut pas oublier que genre, tu restes un peu genre le maestro, quoi. Tu passes un peu plus de ouvrier à chef d'orchestre, on va dire. Je sais pas du tout les bonnes... La métaphore nulle à chier. De musicien à chef d'orchestre. C'est ça. Ok, et donc là, toi, c'est un peu la phase dans laquelle tu es. T'as une équipe, mais rapidement, de bah là, quelques depuis, personnes, ouais, de potes, depuis un mois. Hein. Ok. J'ai commencé à me faire une petite équipe depuis un mois. J'ai pris un alternant, c'est fou. J'ai un alternant. J'ai quelqu'un qui bosse pour moi maintenant, c'est fou. Le patron. Là, il est en train de monter pendant. Je lui fais faire. Il est arrivé ce matin, je lui ai dit, je suis pas là, je suis en émission. Tiens, du dérush. Merci à lui. Du coup, pour les gens, l'essentiel, je dirais au début, c'est quand même le montage, ouais. Si vous pouvez aller tourner plus pendant que le mec monte, trop bien. Parce qu'en fait, plus tu fais, plus tu as de revenus. Enfin, c'est con, mais genre les gens qui marchent le mieux, c'est les gens qui spamment. Moi, j'aime pas forcément ça, spammer. Mais si tu peux sortir même 1,5 fois plus de vidéos, si j'en sors au lieu de 2 par semaine, 3, bah, c'est trop bien, quoi. En gardant la même, à peu près le même niveau de oui, qualité ça, quand même. Ouais, c'est ça. Donc pour et ça, ce que je conseillerais, c'est de demander... Moi, du coup, je fais ça avec le monteur que j'ai pris en freelance. Bon, maintenant, j'ai un alternant qui fait aussi du montage. Tu les as trouvés comment? Pardon, je voulais te poser la question. Ça, c'est vraiment, j'ai demandé à d'autres potes. Je lui ai dit, ouais, t'as pas un monteur, machin. Je t'ai pas fait chier. Parce que j'ai pas envie de payer un monteur ciné à 300 balles journée. Ouais. Mais je voudrais un mec qui soit un peu chaud quand même. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des monteurs qui sont au lycée, qui payent 30 balles la vidéo. Et je suis en c'est chaud quand même. Ouais, Parce que moi, j'ai une boîte de prod, c'est 300 balles journée, je vois 30 balles la vidéo, je suis en c'est quoi ce délire? Tu cherchais un juste équilibre. C'est ça. Et du coup, il y a un mec qui est monteur pro, et genre, je lui demande juste un dérush, genre une V1, dérush plus bout à bout. Comme ça, moi, derrière, je refais mes coupes, je refais mon rythme. Et ça me fait gagner vraiment pas mal de temps, quoi. Très et clair. lui, il est à 90 € la vidéo. Sauf que lui, ça lui prend peut-être 2 heures en fait. Donc ça va, en vrai, 45 € de l'heure en montage, ça va. Et il me fait une réduc quand je lui prends plein de vidéos. Il me l'a fait à 70 la vidéo si j'en prends 10, quoi. Ok. Donc en vrai, et du coup, sur le en termes de tarifs, tu vois, genre 70 la vidéo, pour le temps que ça me fait gagner. Et la vidéo, je la poste sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, maintenant sur Snap. Donc elle se rentabilise quand même. Donc n'hésitez pas, genre s'il y a des gens qui nous regardent, des créateurs, essayez de trouver un plan comme ça d'entre-deux au début, quoi. Et plus tard, si genre, je sais pas, ta vidéo, si vous faites des vidéos longues de 50 minutes qui vous rapportent 14 000 balles, parce qu'on vous voit, les gros youtubeurs, on les connaît. Bah oui, là, tu peux prendre un monteur qui te coûte 600 balles, tu t'en fous, quoi. Très clair, merci beaucoup. Je me demandais si tu avais eu un process particulier, parce que c'est souvent galère pour les créateurs, surtout sur le premier recrutement, de trouver la bonne personne. Et souvent, ça fit pas, soit la personne n'est pas pro, soit ses compétences, ça marche pas par rapport à ce que tu attends. Enfin, c'est quand même très perso, quoi, le style de montage aussi. Ouais. Et donc, c'est galère, mais donc toi, tu es passé par des contacts safe, on va dire, qui t'ont direct conseillé des gens compétents, on va dire. Ouais, c'est ça. Ok. Et toi? Moi, écoute, c'est mon métier Enfin, j'ai une boîte, comme je te disais, de montage vidéo. Ouais. J'ai développé, on va dire, une certaine expertise pour spotter des monteurs prometteurs, et après je les forme, on va dire, aux standards de qualité, soit de YouTube par exemple, soit du coup des réseaux. Ouais. Je sépare ça en deux expertises. Et du coup, différentes. toi, tes montages à toi, eux, j'imagine, ils ont plusieurs clients, enfin les clients pour qui tu bosses. Et de temps en temps, tu glisses ton montage à toi, et donc... Ouais, bon, merci pour l'instant promo, mais en gros, moi j'ai deux... Non, je sais pas, c'est une question. Ouais, non, en fait, Instant promo, vous avez besoin d'un monteur. Non, en fait, moi j'ai une agence du coup qui s'appelle Creative Edits qui fait surtout du montage haut de gamme, on va dire YouTube, donc les gros formats très produits qu'on voit aujourd'hui, la méta actuelle de YouTube. Et pour tous les autres types de montage,
J'ai une plateforme de recrutement de freelance, mais surtout axée monteur vidéo du coup, puisque c'est les gens que je côtoie le plus. Et tu fais des réducs ou non. Tu coupes ça. non, mais en vrai, voilà. Soit pour YouTube, on fait pour les grosses prods, les grosses vidéos, comme tu disais, voilà, qui coûtent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Ça, on le fait sur Creative Edit. C'est la haute couture un peu du montage sur les réseaux actuellement. Et pour le reste, on a WebTalent, du coup, qui est notre plateforme qui permet à des gens comme toi ou d'autres créateurs de recruter des monteurs, d'autres métiers, des graphistes, des auteurs, etc., de tout type, de tous les codes. WebTalent. Exactement. Mon but, c'est qu'on soit un peu pas le LinkedIn, mais tu vois, le Indeed des réseaux, tu vois, de la créateur économie, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème du coup que tu n'as pas eu, mais qui est récurrent pour la plupart des créateurs, c'est il faut que je recrute. Et tu te fais spammer, tu mets une story, tu as des mails, des trucs, les gens, ça te prend une énergie, un temps monstre, quoi. Bah, j'avoue là-dessus, malheureusement, je fais avec le réseau. Tu sais, des fois, je me plaignais, comme moi, je viens de la campagne, 800 habitants, et j'arrive sur Paris, j'arrive pas à trouver d'emploi, tout le monde fait au réseau, et moi, ça y est, je peux recruter. Mais évidemment que je vais prendre quelqu'un que je connais ou en qui j'ai confiance, parce qu'il y a 2000 candidatures, donc... si t'as d'autres recrutements à venir, tu m'envoies un message, je pourrais t'aider probablement. Vas-y. Mais du coup, pour les créateurs, prendre un alternance, c'est pas mal en vrai, je trouve. Parce que t'as une aide de je crois, c'est 5000 balles par an. Et du coup, là, j'ai pris un alternance sur 1 an et demi. Mais du coup, j'ai une aide de 5000 ou 7005, je sais pas encore. Mais ça fait que, genre, lui, bon là, il a 18 ans. Mais si on parle sur les tarifs, là, on va parler vraiment thunes. Mais tarif de l'État, lui, il a un barème et tout, c'est le lycée qui gère. Je crois que je le paye 774 par mois. Mais j'ai une aide de 5000, donc ça fait que, genre, au final, à la fin de l'année, ça se trouve, il m'aura coûté 3000 balles. Les maths sont bons. Ou 2000, je sais même pas combien il va me coûter au total. Mais c'est juste, c'est rien, quoi. Ouais. Quand tu vois qu'un CDI, c'est genre... Lui, il a 2000 de rémunération, mais en tant qu'employeur, tu payes 4000, quoi. Bah, quand tu as des postes comme ça où où il y a des alternants qui peuvent être très compétents sur ça et vraiment t'apporter une... En vrai, genre, les gens, ils kiffent. Genre, moi, mon alternant, il est trop content de bosser sur des sketchs vidéo. Et je pense qu'il y a plein de gens qui kifferaient bosser dans des métiers comme les nôtres, tu vois. Oui. Et du coup, c'est trop bien de nous aussi pouvoir recruter, parce que quand tu cherches une alternance, tu vois que banque, assurance, banque, ou agence de machin, tu vois. Immobilier, Mais du coup, si nous, les créateurs, on peut commencer à recruter des gens ou donner la flamme, transmettre, c'est trop bien, quoi. Et en plus, c'est rentable. T'es là, t'as 18 ans, tu bosses pour Guillaume Genoux, c'est cool quand même. Il y a pire comme alternance, effectivement. Moi, j'aurais kiffé. En tant que moi-même, je pense que j'aurais kiffé. En tant que moi-même. Là, on va parler un peu de tes techniques, on va dire vraiment de comment tu travailles. Mais aussi de questions, on va dire, un peu plus larges, que j'ai, on va dire, un peu plus méta sur les plateformes, etc. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que tu fais partie un peu de la deuxième vague de TikTokers. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ceux qui étaient là en 2020-2021, beaucoup de meufs qui dansaient, mais il y avait sûrement d'autres gens aussi de cette époque-là. J'ai l'impression que toi, tu étais la vague d'après. Ouais, je suis arrivé fin 2021 ou fin 2022, je sais plus. Je suis arrivé un peu tard, moi. Donc t'es arrivé au prime de la distribution de TikTok et de l'arrivée des Reels avec Facebook qui poussait à fond, enfin Meta du coup. C'est ça. Sauf qu'au début j'étais que TikTok parce que je voulais absolument pas que mes potes voient ce que je fais. Ah ok. Moi j'avais trop peur. J'étais en putain, je fais du ciné, je suis avec plein de gens qui, comme moi, on était tous un peu en mode dédaigneux. On fait du ciné. Et même savais qu'ils étaient pas sur TikTok. Et même quand tu fais de l'humour, si c'est pas drôle, les gens ils sont vite en mode. Ouais, c'est la catégorie difficile. C'est ça, quand tu fais de l'humour, c'est soit t'es drôle, soit tu nous as fait perdre notre temps et tu nous as gênés. Ouais. Tu vois, c'est double tranchant l'humour. Du coup, j'avais trop peur que mes premières vidéos, on soit tout de suite en mode qu'est-ce qu'il nous fait là? Il s'est pris pour qui? Attends, c'est intéressant, ça raconte-moi du coup c'était quoi ton approche au début? Parce que du coup tes collègues n'étaient pas sur TikTok, donc ta strat c'était juste de dire ok je me lance sur TikTok en sachant que mes potes... Non, en vrai, genre mes potes de classe, eux ils étaient hyper cléments, ils m'ont grave encouragé, c'était trop cool. C'était plus mon réseau d'anciens on va dire, ou d'en dehors, le deuxième, troisième cercle, où là je sentais qu'il y avait un truc de... Ouais. Je sais pas, j'avais peur de me montrer quoi. Ok, donc t'as attendu que ça marche un peu sur TikTok avant d'aller sur Insta. Bah déjà moi j'étais... J'en parle pas trop, mais quand t'es tout le temps derrière la cam, te retrouver devant, c'est un stress de fou, quoi. Même je savais pas jouer, j'étais pas comédien. Là maintenant, genre j'ai fait plein de vidéos, donc j'ai développé des skills, on va dire, ou des réflexes. J'ai amélioré mon jeu. Ouais. Mais la première fois où je me retrouve devant la cam, j'ai stress, quoi. Et du coup, je pense que ça se ressent aussi dans les vidéos, mais j'ai fait, bah vas-y, moi je pense que je suis l'une des dernières générations où on chiait toujours un peu sur TikTok. Même si maintenant je pense qu'on est tous dessus. Mais je l'ai installé, désinstallé 3 fois. À chaque fois je fais putain, il n'y a que des meufs ou des trucs inintéressants, des mecs qui coupent des gâteaux. Et à chaque fois je désinstallais.
Et moi, ma génération, on est un peu les derniers boomers, un peu à être en ça vaut pas YouTube. Et du coup, j'avais un énorme avantage, c'est que personne n'était vraiment dessus, dans mon cercle en tout cas. C'était ça ma question de base, est-ce que tu penses que tu as eu de la chance, entre guillemets, d'être early? Est-ce que tu penses que tu aurais marché aussi bien si tu avais fait la même chose aujourd'hui? Je pense que si j'avais commencé en 2020, ça aurait encore plus pété, parce que je vois des gens aujourd'hui, ils ont 3 millions, et leurs vidéos, elles bident parce qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionne. Ils sont juste arrivés quand tout marchait. Tu faisais n'importe quoi, ça marchait. Parce que c'était nouveau, il n'y avait que des jeunes. Et peu importe ce que tu proposais, les gens ils étaient en mode tellement à fond que tu avais full like, full partage, full commentaire. Ouais. Et du coup, il y a des gens, ils se retrouvent avec des genre 1, 2, 3, 4, 5 millions d'abonnés. Et aujourd'hui, plus personne sait qui c'est, tu vois. Parce qu'ils font 10 000 vues sur chaque vidéo. Parce qu'ils captent pas comment fonctionne l'algo. Donc moi, j'ai eu cette chance, je pense, dans le timing, d'arriver à un stade où ça fonctionne toujours, mais où c'est assez exigeant pour que ça fonctionne pas si tu fais pas un truc un peu quali. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il faut faire du très quali. Sinon, les gens commencent à moins s'abonner, ils likent moins. Aujourd'hui, si tu fais pas du très quali, ou que t'es pas exceptionnel, que t'as pas un truc transcendant, bah tu vas pas percer. Et moi, je suis arrivé dans le pile l'entre-deux où tu peux percer, mais il faut que tu te bouges le cul. Du coup, j'avais des vidéos. C'est un parfait compromis, quoi. C'est ça, j'avais des vidéos où je me la butais un peu, qui étaient un peu au-dessus du lot. Et ça portait ses fruits. Et dès que j'avais une vidéo en dessous du lot, en dessous du lait, elle se faisait cut instant, en mode nul, de la merde. Et du coup, je tente putain. Et le son était facile, entre guillemets, tu comprenais direct. Ouais, c'est ça, attends. Ah, ça c'est bien, ça pas bien. Ah, ça c'est bien, ça pas bien. Alors qu'il y a des gens qui sont tombés dans ce piège avant de. Ah, bah tout est bien, tout ce que je fais c'est bien. Donc je me remets pas forcément en question puisque tout marche. Et qui s'accroche à un format qui marchait avant. C'est ça, Et du coup, je suis arrivé dans un truc de ok, faut que je trouve des formats qui marchent. Et ceux qui marchent pas, je les tège. Et j'ai une sorte j'ai des formats locomotives et je teste des wagons, on va dire, jusqu'à ce que certains wagons deviennent nouvelles locomotives. Très belle métaphore. Waouh. Mieux que l'orchestre. Ouais. La sélection naturelle. On reproduit. Parlons justement de ce qui est un bon format pour toi. Tu parlais aussi un peu plus tôt de tension, enfin tu vois, d'une vanne qui pouvait niquer le storytelling finalement. Donc c'est quoi une bonne vidéo avec un bon storytelling pour toi et c'est quoi un format qui marche finalement? C'est quoi ta recette? Ma recette, c'est un peu de parmigiano avec des œufs. Le mec qui casse les couilles. En boucle. Non mais déjà, est-ce que si on commence par le début, est-ce que tu réfléchis par exemple, tu commences par quoi quand tu veux, donc tu as tes formats locomotives, mais si tu veux en créer un nouveau, tu dis je vais tester un wagon, je veux que ça devienne une locomotive, c'est quoi ton plan un peu d'action? Est-ce que tu dis ok, déjà je bosse, j'avance pas tant que j'ai pas un hook stylé, ou est-ce que tu penses plutôt à un concept? Comment tu fais? Maintenant, je fonctionne un peu différemment, je fonctionne un peu au one shot, je fais des vidéos one shot, et quand il y en a une qui marche bien et qui me fait kiffer, parce que j'en ai qui marchent bien mais j'ai pas envie de la refaire, je me dis putain, on peut peut-être l'étirer, en faire une deuxième, une troisième, garder l'univers, mais l'appliquer à d'autres situations, quoi. Mais globalement, tout part d'une situation. Faut que je trouve une situation qui me fait rire. Là, il y a pas longtemps, j'ai testé un vêtement et j'ai pu comme d'hab, le vendeur il dit ah ça va super bien. Et j'étais avec mon pote et il me dit il manquerait plus qu'ils nous disent que ça nous va pas du tout. Et je dis putain mais trop drôle. Là j'ai trop envie de faire la situation est trop drôle. Le mec il sort et le vendeur. Si les vendeurs étaient honnêtes, tu sais, tu sors, ça pue la merde, ça vous va pas du tout. Vraiment, n'achetez pas cette pièce. Et le mec, j'aime bien. Non, vous avez juste du mauvais goût. Vraiment pas. T'imagines le vendeur qui te dit ça vous va vraiment pas. Vous êtes dégueulasse. Ok, ça c'est sorti? Non, mais ça par exemple, c'est une idée, tu vois. Ah, c'est une idée. Et d'un coup, je me dis, ok, j'aime bien la situation. Maintenant, il faut que je trouve le hook de cette situation. Donc, je pars toujours d'une situation, j'essaye de trouver le hook. Donc soit c'est une vanne tout de suite très efficace, soit c'est un truc un peu choquant en mode alors vous en pensez quoi? Bah vous êtes dégueu. Hop, t'as un hook tout de suite en 2 secondes, t'es en train de scroll, tu vois un vendeur, tu captes tout de suite la situation. Tu crées une situation inhabituelle quoi. C'est ça, et tout de suite il y a eu un truc inhabituel. Et après c'est storytelling, donc je peux faire autant de vannes que je veux, au bout d'un moment ça va s'épuiser, on va se faire chier, tu vois. Donc faut arriver à trouver une situation faut que ça avance, tu vois. Et après faut que ça fasse... Non, c'est inversé. Dancy, tu vois, ça fait des montagnes russes. Donc j'aime bien faire monter la tension, puis la faire baisser, puis la faire monter, puis la faire baisser, pour qu'on ait l'impression que ce soit intéressant. Faut pas que ce soit trop monotone. Et des fois j'ai des sketchs qui sont trop rapides et je fais un truc un peu monotone en mode vanne sur vanne sur vanne sur vanne sur vanne. Puis c'est un peu un sketch bonbon. Mais un bon sketch, c'est un storytelling, quoi. C'est
Mais comment tu fais dans les faits pour... Enfin, du coup, le hook, je vois très bien, et ça, c'est un bon pattern derrière, parce qu'on on a l'impression, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on entend souvent, c'est que pour faire un bon hook, il faut dire la phrase la plus choquante possible, ou voilà, mais en fait, un comique de situation ou créer un pattern qui est inhabituel pour le cerveau, genre quelqu'un qui essaye un vêtement et le vendeur qui dit t'es horrible, ça trigger un truc dans le cerveau, et donc en fait, ça marche très bien comme hook. Et après, pour cette histoire de... pour le storytelling, on va dire la suite de la vidéo et changer un peu la dynamique de tension. Tu as des exemples concrets, comment ça se traduit en fait quand tu fais des enchaînements? Tu switches, par exemple, là tu switches l'émotion. Je sais pas, genre, je l'ai pas écrit, mais là si on continue, la logique c'est ça vous va pas du tout dégueu. Ah ouais, ah bon, d'accord, je mettez ça plutôt. Ok, il met ça, je sors. Alors, waouh, ok. Ah, ça me va bien. Non, jamais vu quelqu'un aussi moche. Du coup, t'as un truc de waouh, ah c'est bon, on est positif, ça va mieux. Non, en fait, ça va pas. Ascenseur émotionnel. C'est ça. Donc en gros, si je fais un méga résumé, tu pars toujours d'une idée créative ou d'une inspiration, donc d'une situation, comme tu le disais, qui va t'inspirer. Voilà. Ensuite, plus méthodiquement, entre guillemets, même si j'ai pas l'impression que tu le fais scientifiquement non plus, tu réfléchis à une bonne accroche, un bon hook. Et après, avoir des et après, je fais ce qui me fait rire, c'est ça. En fait, je pense que j'ai développé, moi, des mécanismes. Ça devient automatique, quoi. C'est ça qui me font rire. Genre, j'ai plus besoin, tu vois, genre là, je trouve des idées qui arrivent tout de suite parce que ça me fait rire. Mais il y a 2-3 ans, j'aurais pas trouvé une seule idée, tu vois. Donc c'est en faisant. Et je dirais le meilleur truc, vraiment le truc que j'ai appris il y a pas longtemps, et je suis en mais putain, mais c'est ça en fait. C'est les créateurs de South Park qui en parlaient. C'est pour un bon storytelling, c'est pas une situation et une situation et une situation. Ça, on se fait chier. C'est une situation, mais il se passe ça. Donc, nouvelle situation. Mais il se passe ça, donc nouvelle situation, tu vois. Cause-conséquence. C'est ça, toujours. Mais donc. Et en fait, si tu appliques ça de manière très bête, mais ça change tout. C'est fou. C'est un hack de fou là que tu viens de me donner. C'est un vrai hack et faut pas se dire ok, je le retiens. Il faut ok, je l'applique comme un gros con. Vraiment, tu appliques de manière très conne. Mais donc, c'est trop bien. C'est très clair et on voit. Tu nous as fait la démo littéralement, donc ça, c'est ok, très bon. Normalement, South Park, c'est assez solide. Normalement. Ça va. Mais du coup, tu me parlais d'idées. Il faut quand même les trouver. Et tu vis pas forcément des situations marrantes, tu vois, tous les jours. Il y a peut-être des semaines où juste t'es dans un mauvais mood, juste si t'arrives rien ou t'es malade. Tu sors pas. Voilà. C'est en sortant que les idées viennent. Mais oui, mais imagine, t'as quand même un truc où, ok, t'as pu réduire ton rythme de publication par rapport à avant, tu publies plus tous les jours comme un énorme bois, mais tu dois quand même être un minimum actif. Comment tu fais si t'as une période de rush, si t'es en vacances, ou juste que t'as le syndrome de la page blanche? Comment tu fais pour te trouver des idées et publier quand t'as pas d'idées en fait? C'est 2 syllabes. Plagiat. Parlons du plagiat, le mec horrible. Non, la partie inspiration, tu fais je dirais que il y a une partie inspiration. Des fois, quand t'as plus rien, soit moi, si je prends des vacances, je reviens, je suis en... je sais pas, j'ai une bouffée d'air frais, let's go. Mais s'il y a une période où je suis en putain, je bosse trop, j'ai plus d'idées. Bon là, ça m'arrive plus parce qu'en fait, j'ai trop d'idées. Donc j'ai un réservoir d'idées beaucoup trop grand. C'est un bon problème. Ouais, c'est un bon problème. Là, t'as trop d'idées quoi. C'est que je tourne pas assez pour faire débiter mes idées. Enfin, j'ai plus d'idées que... Bon, bref, que de temps pour vous avez capté. Ouais. Au début, quand j'avais un peu plus de mal, je regardais des vidéos ou d'anciennes vidéos qui m'avaient fait rire. Donc soit je regardais Studio Bagel, MrV, ou alors je regarde d'autres pages, Key & Peele aux États-Unis, dans l'humour, ils sont trop chauds. Mais je regarde des choses de mon secteur, et dès que je rigole, je me dis putain, j'ai rigolé là, qu'est-ce qui m'a fait rire? Et j'essaye de comprendre la mécanique du rire. Comment cette mécanique-là, elle m'a eu. Comment d'un coup j'ai fait ah putain, c'est trop fort, trop drôle. C'est incroyable, les scientifiques du rire. C'est ça. Et ils ont un sketch que j'adore. C'est un homme politique qui fait genre nous voulons rassembler tout le monde, que vous soyez blanc, noir. Et à chaque fois, la caméra, elle vise quelqu'un du public. Blanc, noir, mexicain, genre je sais pas, rocker, punk. Ah, tu peux faire une chute. Et d'un coup, ou même gay. Et il y a un mec, ça tombe sur lui, la caméra. Il regarde la cam, tu sais, il a pas de son, mais non, je suis pas gay, moi, tu sais, genre, non, je suis pas gay. Et du coup, d'un coup, il fait, oui, je veux insister sur les gays, la communauté. Et d'un coup, la caméra revient sur lui, et il se cache comme ça, tu vois. Et cette mécanique de, malgré toi, on te dit, toi, tu es gay. Et le mec, il fait tout pour pas être gay, du coup, il se colle à une meuf, et la meuf, elle le pousse. Après, dès que la caméra revient sur lui, il est caché sous la chaise, il est plus là. Donc c'est super drôle. J'essaye de trouver comment les gens font rire, parce que j'adore leur sketch, c'est des idées géniales. Et je l'applique à une autre situation.
Parce que moi, ça m'amuse pas de refaire la même blague. C'est pas intéressant. Il y a une fois où je l'avais fait... en fait, j'avais pas capté, mais j'avais grave refait un sketch, en fait. Et avec du recul, je me dis, putain, j'avoue, je me sens trop mal. T'as déjà vu un peu Ouais, c'est ça. Avec un pote, j'avais fait la vanne de... Putain, Skyrock, c'est toujours des bruits de... Skyrock, Skyrock, Skyrock. Et en fait, cette vidéo, je l'avais déjà vue. Mais je m'en souvenais pas. Et je me souvenais pas l'avoir déjà vue, mais je me dis, putain, ce serait trop drôle de faire ça. Et quand je l'ai faite, en fait, c'est 1 minute de bruit de... Et après, je pars dans des bruitages. Et après, je me suis dit, putain, mais en fait, je l'avais déjà vue, cette vidéo, c'est horrible. Et là, j'ai fait quasiment une sorte de copier-coller presque, tu vois. Genre avec mes sound design. Ouais. On va dire, j'ai pas fait le truc classique, j'ai fait d'autres trucs, mais c'était vraiment la même idée que d'autres gens, tu vois. Là, je me dis, putain, j'ai fait un plagiat, en fait. Putain, et j'étais en mode, waouh, ça faisait trop bizarre. Parce qu'en fait, je me souvenais pas l'avoir vu cette vidéo. C'est ça qui est trop chelou, je l'ai vu il y a longtemps. Et en fait, c'est hyper inintéressant, et même tu te sens trop mal. Tu sais, t'es un peu... Oui, t'es un... ouais. Mais elle est où la limite entre inspiration et plagiat pour toi? Est-ce que c'est un truc déjà dans l'humour qui est commun de... J'imagine qu'il y a beaucoup de plagiat, ou en tout cas d'inspiration, mais elle est où Et maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limite. Hein. Pour le plagiat? Mais non, mais TikTok, maintenant, les gens, ils plagient, ils disent, mais non, c'est une trend. Ah bah oui. J'ai pas plagié, c'est une trend. C'est juste qu'on est que 2 à l'avoir faite. Okay. Mais maintenant, il y a des mecs, ils percent. Il y a plein de gens comme ça, je vais pas citer de nom, mais ça m'énerve. C'est des gens qui font des mèmes, ou juste des petites vidéos où tu sais, il y a un titre au-dessus, et eux, ils font une situation par rapport au titre. Genre, je sais pas, genre moi le matin, et juste ils se réveillent. Ouais. Et souvent, c'est un titre beaucoup plus drôle que ça. Hein. Et en fait, c'est juste de la traduction de trucs, soit espagnol, soit américain. Ah oui. Là-bas, ça a fait 10 millions de vues. Le mec le traduit en français. Ça fait 1 million. Ça fait 1 million. Ouais. Il en plagie 10 par jour, et genre 1 million. Oh, il a fait que 100 000 celle-ci. Oh, 500 000. Ouais. Et les gens sont d'où vient toute cette inspiration? T'es un génie. Mais c'est trop ça. Il a trop raison. Et du coup, il y a un côté où t'es en mode. Oui, c'est trop ça. Mais c'est pas. Enfin, dites-vous s'il en sort 10 par jour, c'est pas possible. Ouais. Et lui, il y a des gens, ils ont fait tout leur buzz comme ça, ils ont atteint des millions, et à chaque fois, je suis en mode. Mais ils ont juste. Ils font de la traduction, ces gens-là. Ils ont juste traduit, c'est des bons traducteurs. Ils ont un excellent acting aussi. Peut-être. Non, je pense qu'ils sont exceptionnels. Je vois très bien de quoi tu parles. Et du coup, il y a un truc de... Quoi? Mais on a normalisé, là pour le coup, c'est vraiment du vol pur à l'état pur, tu vois. Et les gens font une carrière sur que du vol. Et dès qu'ils font une vidéo où c'est eux qui écrivent ou une collab, d'un coup, c'est nul à chier, tu vois. Une collab, on leur dit, vas-y, fais-nous un truc pour un produit. Sois créatif. Et d'un coup, les gens, ils sont paumés, quoi. Enfin, c'est vrai que j'avais pas pensé au truc de la trend. Mais est-ce que toi, ça t'arrive souvent, juste pour terminer là-dessus, mais d'avoir des sketchs qui sont plagiés littéralement, même peut-être dans d'autres langues, du coup? Est-ce que t'as déjà vu des sketchs que t'as fait, des vidéos que t'as écrites qui se retrouvent copier-coller, mais dans d'autres langues? Ouais, alors pas forcément dans d'autres langues. Okay. J'ai déjà vu des sketchs que j'avais fait, genre... C'est la prochaine étape, ça. J'ai fait un sketch où, genre, je vais dans un bar PMU et je le vends comme le nouveau truc tendance, le nouveau concept. Et ça, il y a des gens qui ont fait la même vidéo. Ils ont juste changé à chaque fois, au lieu de dire le bar PMU, ils ont dit le salon de tatouage. Et en vrai, leur vidéo elle était drôle, elle était mignonne, mais c'était vraiment plan pour plan, la même vidéo avec leurs acteurs, avec leur boutique de tatouage. Ici, tu peux retrouver des tatous et des tatous. Et moi, je t'en c'est vraiment la même chose, quoi. C'est la même rythmique, le même storytelling. Et sinon, non, j'ai déjà vu, par contre, on m'a volé des vidéos, on les a traduites avec une IA qui parle en espagnol ou en italien. Ah oui, les voix. Et apparemment, même la même vidéo du PMU, là. Du PMU, comme je dis. En gros, ce qui est trop drôle, c'est que le gérant du bar, il a un pote, donc eux, c'est des poivreaux, ils ont 60 ans et tout, ils sont adorables. C'est peut-être un peu péjoratif de dire poivreau, je m'excuse. Mais Ctrl Z. Ouais, Ctrl Z. Il y en a il a un de ses potes qui est parti vivre en Chine avec sa femme. Il a trouvé une femme chinoise là-bas et tout, il est parti vivre avec elle. Et là-bas, ils ont un réseau social et la vidéo a été pareil, traduite, non pas traduite, mais il y avait les sous-titres en chinois et elle a buzzé sur leur plateforme. Et en gros, le pote du barman, il lui a dit mec, c'est fou, il y a ton bar en Chine, on le voit sur les réseaux. c'est lunaire. En vrai, comme ça, c'est marrant. Du coup, ouais, pour revenir, donc il y a soit je finis parce qu'en fait, il y a 3 méthodes d'inspiration moi que j'ai et qui peuvent intéresser peut-être les gens. Mais donc la première, c'est la spontanée, c'est je vis une situation, je fais c'est trop drôle. La deuxième, c'est essayer de comprendre comment un contenu me fait rire et l'appliquer à autre chose. J'ai un mini exemple du coup pour pas parler forcément du plagiat, mais
pour passer maintenant du côté un peu plus comment ça s'applique vraiment, j'étais tombé sur un mème, et j'aimais bien la mécanique du mème, qui est la suivante. C'est une maman qui va voir son fils et qui lui dit fais gaffe, il y a plein de racistes sur les réseaux sociaux qui mettent des commentaires haineux. Et d'un coup, c'était un truc de Breaking Bad. I'm not in danger, I am the danger. Et en gros, il était en mode... en gros, il dit à sa mère oui, je sais, je suis raciste. Et je trouve ça trop drôle. On dit aux gens faites attention, il y a ça. Et la personne dit oui, c'est moi. Et du coup, j'ai fait une vidéo, je sais pas si on peut dire, les gens qui aiment les enfants. Voilà. Okay. Une vidéo sur quelqu'un qui se balade dans la rue, qui fait faites attention, ici, ça craint un peu, il y a beaucoup de gens qui aiment les enfants. Et d'un coup, le mec, il fait ah merci. Et d'un coup, il fait tomber un sachet de bonbons. Ah oui, ok. Et du coup, ça, c'est la vanne de base. Et après, je me suis dit comment j'étends ça. Bah, moi aussi, je fais tomber un sachet de bonbons. Ça peut devenir un format locomotive, par exemple, comme tu disais, parce que ça s'applique. Bah, ça l'a été, j'en ai fait 4-5. Tu vois. Le truc de faites attention, il y a beaucoup de tueurs en série dans le quartier. Ça, c'était l'épisode 2. Et d'un coup, le mec fait tomber un couteau. Oh. Et moi, je fais tomber je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est le truc qui endort les gens, le pchit pchit. Ouais, le chloroforme là. C'est ça, chloroforme. Ouais. Et moi, je fais tomber du chloroforme et un chiffon, tu vois. Et d'un coup, tous les deux, on part en histoire d'amour et genre, on se balade et on fait des activités de tueurs en série trop mignonnes. Et du coup, ça, c'est pour donner un exemple de locomotive. Ouais, c'est ça. Je suis parti de la mécanique du mème et je l'ai appliqué sur mon hook. Et après, comment de ce hook, je suis parti dans un sketch beaucoup plus loin qui avait plus rien à voir. Mais tu pars de ce truc-là, quoi. C'est trop intéressant. Peut-être qu'on est 10 à être autant passionnés par ça, mais moi je trouve ça. Ouais, moi je peux en parler des heures alors que ça se trouve. Ouais, non, mais moi je trouve il ça, reste 3 personnes devant la vidéo. Ah bah, non, mais franchement, dites-le dans les commentaires si ça vous intéresse de creuser autant. Moi je me régale encore une fois. C'est ce que je te disais, c'est que c'est des discussions que j'aime avoir quoi qu'il arrive. Moi aussi. On vous partage juste au passage. Mais franchement, c'est incroyable de voir comment c'est construit derrière parce que quand tu le vois sur TikTok, t'es juste en mode. Tu souffles du nez, c'est marrant. Tu vois là. Ouais, j'avoue, c'est ouf. Et le troisième moyen, c'est. Là, c'est ma méthode purement scientifique. Tu me dis si je te fais un tunnel. Vas-y, termine. Mais la méthode scientifique, on va dire, c'est genre j'ai à disposition, j'ai une pote qui veut qu'on fasse des sketchs. On va faire des sketchs homme-femme, couple. Bah moi, ma méthode scientifique, ça va être je vais prendre une situation banale et je vais essayer de trouver un angle qui a jamais été fait, tu vois. Genre là, il y a pas longtemps, j'ai fait le mec qui revient de voyage et la meuf qui trouve la capote dans la valise. Ça, on l'a vu 1000 fois. C'est quoi ça? Et là, je me suis dit, j'ai jamais vu l'angle du mec qui dit direct bah, c'est une capote, on se conne. Et qu'est-ce que ça fait là? Bah, j'ai baisé un max de brésilienne, enfin, je sais pas. Genre l'angle du mec hyper honnête. Okay, ouais. Et du coup, d'inverser. Et d'avoir la meuf qui va faire oh, trop bien, trop cool, tu t'es régalé là-bas et tout, vas-y, montre-moi, t'as des photos? Et du coup, j'aime bien avoir ce truc presque scientifique de bah, tu prends une situation, tu prends vraiment un truc qui existe et on l'inverse. Et tu casses le pattern habituel encore une fois. Juste, tu vas chercher un autre pattern. Ça marche pour le hook, ça marche pour le storytelling, enfin les associations émotionnelles. C'est ça, c'est vraiment genre tu te mets à plat, tu dis ok, bah, j'avais une bibliothèque, on m'a dit tiens, on a une bibliothèque si tu veux faire un sketch. Et je t'en qu'est-ce que je veux faire dans une bibliothèque? J'y vais jamais, j'ai aucune vanne sur la bibliothèque, je consomme pas de livres, enfin très peu. Du coup, et je consomme encore moins la bibliothèque, le lieu, tu vois. Genre si j'ai des livres, ils sont chez moi, enfin. Du coup, je me suis dit ok, qu'est-ce que c'est la bibliothèque? C'est un endroit calme et c'est un endroit où on accumule du savoir. Je me suis dit, bah, l'inverse de ça, c'est un endroit où il y a énormément de bordel et où on en sort plus débile que l'on en rentre. La boîte de nuit. Et du coup, je fais un sketch genre en mode si on remplaçait l'alcool par les livres. Et du coup, c'est des mecs qui vont en boîte de nuit, mais en fait, ils vont à la bibliothèque. Ils sont ouais, je vais te prendre deux Guillaume Musso, s'il te plaît. Puis il y a un barman de livres et tout. Et la vidéo, elle a trop bien marché. Et ça, c'était purement scientifique, quoi. On m'a dit, il y a une bibliothèque. Je me suis dit, bah ok, je vais aller à l'opposé de la bibliothèque, je vais faire un mix. Et ouais, hier soir, j'étais complètement livre. Et puis là, ça se prête trop au jeu parce que le livre et l'alcool, c'est deux trucs de consommation. Donc tu les consommes, donc t'as plein de jeux de mots à faire, hein, c'est super drôle. C'est incroyable, tu l'as tellement bien expliqué là depuis tout à l'heure. Ta méthodologie, j'ai l'impression que je peux faire pareil. Voilà. Des fois, je suis un peu en putain, j'ai trop de trucs à penser dans tous les sens. J'ai 2 tournages cette semaine. J'ai une interview avec un mec, il me saoule. Il a un logo rouge et blanc là. Il a des petites lunettes et tout. Il me met une pression. Je sais pas qui c'est, mais. Ouais, tu vois, genre j'ai plein de trucs à penser. Et du coup, je me suis dit, ok, bah je mets tout par écrit, comme ça c'est bien clair. Et genre, si jamais d'un coup, ok, attends, faut que j'écrive 1 heure là.
Bah limite, tu peux ressortir ma note et je fais ah oui, c'est vrai que j'avais noté ce petit détail. J'en étais là, tu peux reprendre et te remettre dedans. C'est ça. Okay. Et j'ai une formation à 200 €. Pas du tout. Du coup, tu me parlais que tu avais des contenus qui étaient repris parfois par des IA, enfin avec des voix générées par IA. Est-ce que tu utilises toi l'IA sur tes contenus? On parlait là de la méthodologie, tu vois, de l'idéation un peu, des idées de vidéos peut-être à trouver. Est-ce que tu utilises toi l'IA pour créer, que ce soit au moment de l'écriture ou à d'autres moments? Ouais, assez souvent, ouais. Pas forcément pour les vidéos, enfin si un petit peu pour les vidéos, mais c'est beaucoup pour les mails et tout. Je suis beaucoup pour la négociation. Alors je sais pas si je devrais rentrer toutes mes... méga spécifique. Je sais pas si je devrais rentrer toutes mes données dans le chat GPT comme ça, mais souvent j'ai des mails et tu vois j'aime bien avoir tout pile la bonne formulation pour que les personnes avec qui je parle, ah, putain merde, je suis en train de me niquer face à tous mes clients. C'est ce que j'allais dire là. Mais ils regarderont pas de façon, parce qu'ils s'en foutent des créateurs. Non, je rigole. Non, je rigole. En fait, des fois, je sais ce que je veux dire, mais j'ai pas les mots, j'ai pas le vocabulaire pour qu'il soit hyper fin. Du coup, je demande juste à l'IA de bien me reformuler. En gros, je lui envoie un mail, je lui dis machin m'a répondu ça. Moi, ma négociation, je veux qu'elle soit plus ou moins musclée en fonction de mon client. Il y a des clients avec qui je m'entends trop bien, il y a des clients, je les connais pas. Genre, j'ai des clients anglais. Bah, tu vois, j'ai un peu moins de scrupules avec eux, surtout que eux, ils en ont aucun avec moi. Au début, direct, les échanges. Ouais, et eux, limite, au début, ils me donnent des tarots, c'est plus agressif les mails en général. Ils me donnent 2 bouchées de pain. Je dis non, c'est tant. 2 bouchées. Non, bah 3 bouchées de pain alors. Ah non, c'est tant. Bon, on te met une brioche. Bah non, c'est tant. Bon, ok, c'est tant. C'est fou quand même. Ouais. Et d'un coup, ils font bon, en fait, on avait le budget, on voulait juste te gratter, tu vois. Et t'es en mais putain, mais je vous donne un budget, c'est pas pour. Enfin, c'est ma valeur publicitaire définie par les autres marques ou par les gens avec qui j'ai bossé avant, quoi. Une fois, j'ai eu ça. Bah là, pareil, j'ai un client anglais, du coup. Ils m'ont fait shoot tout un truc, j'ai payé les acteurs, j'ai payé de la prod, machin. Et j'avais un pull bleu, tu vois, parce que moi j'aime bien le bleu, voilà, super cool. Et eux, ils m'ont dit non, mais non, pensez plus à un pull jaune. Donc, ils m'avaient mis une deadline d'enfoiré en mode t'as 4 jours pour tourner et monter, ce qui est genre rien du tout, tu vois, quand tu dois écrire, machin, contacter des acteurs. T'es dispo demain? Oui, j'ai que 1 heure. Putain, bon, on va faire tous tes plans d'abord dans un coin et on va tricher, faire semblant que t'es avec les autres. Donc, ils m'ont mis la pression en mode t'as que 4 jours. J'ai dit impossible 6 jours. Ok, 6 jours, mais le matin du 6e jour. J'envoie ma vidéo. L'après-midi, ils me répondent ta vidéo est trop bien, on adore, mais on pensait plus à un pull jaune. Ouais, là, Donc, ce qui est bien, c'est qu'on t'a débloqué 3 nouveaux jours pour faire ta vidéo. Donc, déjà, t'es en mode. Déjà, si vous voulez un pull jaune, il fallait me le dire avant. S'il y avait 3 jours sur. Parce que je vous ai écrit un script. J'écris des scripts en mode cinéma, tu vois. Bon, je détaille pas les tenues des gens en 2 speed, tu vois. Genre, s'il est en costard-cravate, je le détaille, mais s'il est en tenue casual, je vais pas dire ok, t'es en machin. Avec un ourlet. C'est ça, ouais. Et bah là, genre vraiment, je ne vais pas retourner un truc qui m'a coûté, je sais pas, genre 500-600 balles de prod, qui m'a stressé de fou parce que vous m'avez pressé pendant 4 jours et d'un coup, vous avez 1 semaine en plus. C'est genre. Et du coup, bah, j'envoie un truc, ChatGPT, vas-y, démonte-le, mais gentiment. Dis-lui, nique bien ta grand-mère. Ça doit être marrant ton Shut the fuck up. Mais vraiment cool, vraiment de manière sympa. Des fois, genre, j'ai écrit un script et je suis en mode, est-ce que tu aurais des idées par exemple, de gags visuels? Parce que ça, c'est le truc le plus drôle et c'est ce qui coûte le plus d'argent en général. Si tu es en réunion et que tu es en train de dire les employés, on vous chie dessus, bah, c'est marrant si derrière, en fait, tu as un tableau qui montre que tu as gagné 2 millions. Tu sais, genre, le mec, il révèle dans son décor, il y a plein de richesses. Et ça, c'est du comique visuel, tu vois. Ou des gags, en fait, d'un coup, depuis le début. Il y a une fontaine à eau en or massif. On n'a plus d'argent, on peut pas vous augmenter. Tu sais, genre d'un coup. Donc, je vois si toi t'es bloqué sur une idée, t'es en mode putain, je sais pas quoi faire d'autre qu'une fontaine en or massif, ce qui est un peu chiant ou cher à faire. Ouais, voilà, c'est ça. Tu demandes des variations. C'est ça, je lui ai dit, est-ce que t'as d'autres comiques visuels? Et des fois, je prends 1 ou 2 gags où souvent je fais, c'est pas ouf, mais ah putain, pas mal si en fait je fais comme ça. En fait, ça me fait une sorte de ping-pong. Ça me renvoie la balle. C'est ça me donne des idées. Souvent, en fait, je l'utilise comme ça, l'IA, je lui dis, par exemple, je lui donne une situation, je lui dis, je pourrais le faire avec, en fait, genre de manière un peu scientifique, j'ai une bibliothèque, c'est quoi l'inverse de la bibliothèque? Et lui, il pourrait me dire, la boîte de nuit, ou l'hôpital, ou machin, enfin, il pourrait me sortir plusieurs trucs, et d'un coup, je me dis, je peux mixer l'hôpital et la bibliothèque. Tu vois, je peux l'utiliser comme ça, tu vois. En fait, il va me donner des trucs pas exploitables du tout, mais moi, ça va me faire réfléchir. En fait, le truc, c'est j'ai surtout pas envie de tomber dans la dépendance et la facilité. Parce qu'en fait, c'est un peu un muscle, la création, quand même, la créativité, je trouve. Et si tu laisses trop faire, si c'est soit les autres qui font, soit l'IA,
toi tu fais plus. Et au bout d'un moment, tu perds les réflexes un peu créatifs quand même, je trouve. Donc en fait, l'IA, pourquoi pas me faire un double, tant que lui me sert de ping-pong. Il faut que ça serve aussi à... Enfin, il y a une dimension plaisir aussi, et c'est pour ça que tu veux faire ce métier, donc si c'est la partie que t'aimes faire en plus, autant utiliser l'IA pour les trucs plutôt chiants, genre reformuler des mails. Ouais, c'est ça. De négociation. Merci beaucoup, j'aimerais qu'on parle, comme je te disais, du coup un peu plus, pas forcément de tes revenus, mais de ton économie. Est-ce que tu peux m'expliquer Est-ce que tu peux m'expliquer un peu voilà, le modèle de Lambo que tu as devant, comment il est moi, comment tu l'as choisi par exemple? J'ai une succursale à Dubaï. Ok. Ouais. En plus, un truc qui va trop loin. Ça, je déclare pas mes impôts. Non, mais en vrai, j'ai aucune idée comment. C'est pour que les gens puissent se projeter un peu aussi. Donc voilà, comme je l'ai dit en intro, t'es en route là, vers le million d'abonnés sur un peu toutes les plateformes. Tu l'as passé sur YouTube, mais voilà, pour un créateur de cette taille-là, comment tu vis? Est-ce que tu as une plus grosse partie de revenus ponctuels que récurrents? Est-ce que tes collabs avec les marques, c'est plutôt longue durée, courte durée, one shot? Comment je vis de base, j'ai commencé à vivre grâce aux plateformes. Grâce à la rémunération TikTok, comme je te disais. Ouais. Aussi grâce à la rémunération YouTube Shorts, qui est bien inférieure à celle de TikTok, mais je fais bizarrement 5 fois plus de stats ou 10 fois plus de stats certains mois sur YouTube. Ok. Donc ça s'équivaut à peu près, on va dire. Donc il faut faire 10 fois plus de stats pour faire autant d'argent. Sur YouTube que sur YouTube. Mais là, TikTok, d'ailleurs, ils viennent de sortir un nouveau truc, la rémunération supplémentaire pour les contenus qualitatifs. Et j'ai des potes qui ont ça depuis janvier, j'étais hyper jaloux, quoi? C'est quoi l'éligibilité? Ouais, grave, je sais pas. C'est un peu, ils choisissent au compte-gouttes peut-être, parce que c'est encore en phase de test. Et là, j'ai été choisi il y a 3 jours. Ah. Et c'est assez fou, ouais. Bah, félicitations. Ça fait facile x3, quoi. Ah oui, quand même. Donc c'est un vrai impact, c'est bien d'être éligible. Okay. Moi, ça fait 2 jours que j'ai x3, mais c'est n'importe quoi, genre. Genre une vidéo qui me rapporte 40 € le premier jour. Bah d'un coup, ça fait 120, tu vois. Ouais, ça fait plaisir. Parce que pour rappeler, enfin voilà, c'est fou. Ton run rate là des derniers mois, on va dire, c'est voilà, plus de 40 millions de vues, enfin plus de 30 en tout cas, entre 30 et 50 si on prend une grande fourchette. C'est quand même beaucoup sur YouTube. Ouais. Je vais pas te cacher. Ouais, où il n'y a pas ce truc là, mais ok. Mais sinon, ouais, c'est cumulé, ouais. Globalement, j'ai commencé à vivre grâce aux plateformes. Au début, comme il y a la rémunération TikTok, au début, elle était très très élevée. C'était quasiment 1 € les 1000 vues. Le fameux. En vrai, c'est plus les 500 vues. Pas du tout, les 2000 vues. Ok. En gros, si tu faisais 1 million de vues, tout le monde se dit dans la tête, ah bah 1000 €. Sauf que eux, ils ont les vues éligibles. Et c'est quand tu restes plus de 5 secondes, c'est quand on voit que dans la page pour toi, donc les abonnements, ou s'il y a quelqu'un qui dit, tiens, je vais aller voir ce qu'il a sorti Guillaume Genoux aujourd'hui. Bah, j'ai pas d'argent, donc vous allez voir dans les pour toi. C'est le mec horrible. Ah, je savais pas, c'est que dans les pour toi? C'est que dans les pour toi. C'est s'il reste plus de 5 secondes et si c'est les utilisateurs uniques. Genre si quelqu'un il regarde 2 fois la vidéo, ça marche pas. Okay, ça fait pas 2 vues. C'est 1 € les 1000 vues éligibles environ, mais en fait dans la réalité, du coup, il y a la moitié des vues qui sont pas éligibles. Et ça c'était au tout début. Ok. Et maintenant, quasi tout le monde est descendu à 40 centimes, tu vois, les 1000 vues. Okay. Ça fait quand tu fais 1 million de vues, en fait, tu gagnes 200, 250 €. Ok. Ah, c'est 40 centimes les 1000 vues éligibles. Enfin, c'est le RPM. Oui. Il est différent pour tout le monde. Mais globalement, c'est ça. RPM revenu. Globalement, c'est ça. Voilà. Et du coup, ça fait que bah là, même là, il y a 2 mois, je gagnais genre 400 balles grâce à TikTok, tu vois. Parce que j'ai sorti moins de vidéos. Mais si tu sors pas, les vidéos derrière, elles continuent pas de faire de vues sur TikTok. Elles meurent très vite. Donc ouais, il y a des mois, je gagne 300 balles ou 400 sur TikTok, tu vois. En plus, bah, j'imagine que de toute façon, ça varie. Enfin, déjà, ça varie d'un mois à l'autre. En plus, toi, t'es en profession, donc voilà, t'as pas genre un an stable derrière. Je pense que mon plus gros mois, ça devait être au tout début, et j'ai dû gagner 2500. Juste sur TikTok? Juste sur TikTok, ouais. Mais du coup, ce qui a été trop bien, c'est que bah, du coup, j'avais peut-être YouTube qui me faisait gagner 500 balles, plus TikTok 2000 en moyenne, on va dire. Parce que des fois, j'avais 2200, des fois, j'avais 1200. Donc en moyenne, je gagnais entre 1600 et 3000 € par mois. Bon, après, t'enlèves l'URSSAF et les impôts, et ça fait que je gagne entre 1000 et 2000 €, ou 2002, je sais plus. Mais moi, c'était trop bien. Et de temps en temps, j'avais une OP. Et là les OP, c'est ça qui met le beurre dans les épinards, quoi. Ouais. Les partenariats, ça paye très bien. Enfin, au début, ça payait pas très bien, mais j'étais juste trop content. Ça paye quand même très bien pour ce que c'est, tu vois. Ma première OP, c'était genre 500 € pour une vidéo, et j'étais en attends, je vais gagner 500 € d'un coup pour une seule vidéo, mon Dieu. Alors que maintenant, tu regardes. T'as dit quoi? Tu insultes. Ouais, c'est ça. C'est presque ça. Mais en même temps, bah maintenant, une fois que t'es dans le game, en fait, c'est fou parce que quand tu regardes du coup le prix des OP pour des gros youtubeurs, ça commence à 50. Tu vois, 50K l'OP. Ouais. Plus eux, ils ont les revenus de la vidéo derrière. Mais
Attends, quoi? Donc moi, je suis bien loin de ça. Mais tu dévoiles, toi, tu donnes ton chiffre d'affaires ou pas global? Bah en fait, c'est hyper dur. Ça varie encore. C'est hyper dur de le dévoiler parce qu'il est hyper fluctuant, surtout en ce moment en fait. L'année dernière, j'ai eu 6 mois sans OP. Voilà, j'ai eu un vide. Peut-être que j'étais moins bankable ou. Mais je crois qu'il y avait. Tout le monde m'a dit qu'il y avait une période. Ouais, c'était un peu la crise dans l'influence. Oui. Il y avait moins d'argent. Et j'ai eu 6 mois sans OP. Et je vivais du coup revenus YouTube et revenus TikTok qui étaient plus bas. Et ça me faisait, je sais pas, 2000 € net, on va dire, par mois. Alors que j'étais à un stade où des fois j'avais déjà gagné 6000 ou 7000 en un mois avant. Donc j'étais en mode, ah ouais, c'est. Sauf que du coup, j'avais un loyer qui était un peu plus élevé parce que je me bon, bah je peux gagner plus d'argent. D'un coup, t'es un peu en mode, ah ouais, c'est. Et en vrai, genre, c'est correct hein, pour vivre carrément. Mais tu sais, il y a des gens, ils s'imaginent que tu gagnes des millions et toi, t'es en mode, non, non. Et en fait, ce qui me fait vraiment kiffer, moi, c'est de faire des vidéos, tu vois. Donc je me dis, bah en fait, mon argent, en tant qu'il serve à faire encore mieux, ou à faire des blagues encore mieux, d'avoir des costumes. Là, c'est le gap que je suis en train de faire, c'est de. Bah, l'argent que je gagne, je le fous dans mes vidéos pour essayer de faire un truc le meilleur possible. Bah, pour indirectement régaler les gens, mais en fait, c'est moi que je régale. Bah, je suis presque égoïste. Hein. Et en vrai, j'en avais parlé avec Freddy Gladio, parce que je l'avais croisé aussi. On avait grave parlé. Et en fait, on se fait rire nous, en fait, en premier. C'est presque égoïste. En fait, moi, j'adore voir les gens réagir à ma vidéo. Mais quand je poste en ligne, je vois pas tellement, tu vois. Genre, à part si je te montre mon tel et je dis, tiens, c'est mon dernier sketch, regarde-le. Ouais, mais toi, tu vas pas le regarder. Bah, c'est ça. Ouais. Du coup, en fait, je me fais rire moi. Bah, c'est ce qu'on disait avant, c'est que c'est pour ton plaisir premier avant tout. Voilà. Et du coup, maintenant, j'ai beaucoup plus de revenus grâce au partenariat. Parce qu'en fait, j'ai plus d'abonnés, je fais plus de vues. Et donc, il y a un mec. Avant, j'étais dans une agence, donc je savais pas trop comment ça se passait. Il gérait mes partenariats, il me disait. Il y a une vidéo pour un tel, 2000 balles. Ah bah grave. Ok. Bah évidemment, tu vois, genre t'es en mode oh. Et bah après, j'avais des périodes où j'en avais une tous les 3 mois. Mais quand tu lisses, c'est pas mal. Et il y a certains mois où, genre d'un coup, ok, il y en a 4 d'un coup. Mais d'un coup, t'es en mode what? Ouais, du coup, ça fait des mois c'est qui ça, passent énorme. Du coup, t'as un mois où tu vas gagner genre 12 000, 13 000 et t'es en mode wow. Et le mois d'après, t'es à 1000. Donc faut pas faire trop le foufou, quoi. Bien sûr, ouais. Mais c'est là où tu te rends compte du pouvoir. En fait, on fait de la pub, quoi. C'est ouf. Parce qu'en fait, les gens se rendent compte qu'il y a de moins en moins de gens qui regardent la télé. Et nous, les créateurs, on devient une sorte de média de publicité qui marche limite mieux parce qu'il y a un truc de le créateur, je le connais, je l'aime bien. Et on a presque des budgets de pub que pour nous, tu vois. Ouais. Mais ça marche mieux pour tout le monde, même pour les marques, en vrai, parce qu'il y a ce lien de confiance qui fait que tu as un ROI qui est plus intéressant en général. Parce qu'une pub télé, ça coûte 100K, ou 80K, ou 50K, ça dépend. L'emplacement publicitaire, l'heure, le machin, je suis pas expert, tu vois. Mais du coup, maintenant, ils sont on va prendre 20K et on va prendre 5-6 créateurs, on leur divise et hop. Et du coup, t'es en putain, c'est fou. Il y a moins d'intermédiaires qui se gavent au milieu. Voilà. Même en étant partie de l'agence, du coup, tu t'y retrouves quand même en ayant potentiellement peut-être moins d'opportunités en beaucoup plus. Parce qu'en fait, eux, ils prenaient 20% pour faire mes mails. Et de leur côté, ils remplissaient pas trop leur job d'aller chercher des marques. C'est fou, moi j'entends ça à chaque créateur à qui je pose la question. En même temps, je pense que c'est galère d'être en une agence, tu vois. Genre, d'un autre côté, je peux pas régaler tout le monde. Donc c'était comme ça, et d'un coup, je me suis dit, bah vas-y, je fais tout seul. Comme ça, j'économise 20% de chiffre d'affaires quand même. Et c'est pas si dur de faire des mails, quoi. Et puis j'ai ChatGPT, mon ami, j'ai appris la négociation, j'ai regardé des vidéos sur la négociation, sur la relation client, genre juste comment bien. En fait, c'est un petit métier à apprendre, mais une fois que tu l'as appris, c'est pratique. C'est une compétence à maîtriser de façon dans tous les cas et qui sera utile toute ta vie. Carrément. Ok, et du coup, donc là, si je résume, tu as tes 2 sources de revenus principales qui sont les collaborations avec les marques et les revenus programmatiques qui sont les revenus des plateformes. Ouais, et les droits d'auteur aussi. Voilà, je voulais te demander, donc c'est quoi la proportion un peu des 3 Les droits d'auteur, c'est hyper random. Ouais. Mais c'était que pour YouTube en fait. T'en as déjà parlé sur ta chaîne où je fais un mini résumé. Vas-y, refais un petit résumé, j'en ai parlé qu'une fois. Donc, en gros, en France, on a le droit d'auteur qui dit que du coup, le créateur, tout ce qu'il crée, ça appartient à lui et qu'à lui, sauf s'il cède ses droits d'auteur. Sauf que quand tu crées une vidéo sur YouTube, eux, leur politique aux États-Unis, c'est tu mets ta vidéo sur notre plateforme, elle est à nous. Donc nous, quand on poste une vidéo sur YouTube, eux, ils mettent une pub avant, ils mettent une pub après. Et ça, c'est de leur propre gré qui te disent regarde, on te reverse un peu d'argent. Grand prince. Nous sommes des grands princes, on te reverse de l'argent. Ouais.
Mais en fait, ça, c'est pas un truc légal ou quoi, c'est eux le font. Mais en fait, la légalité est la suivante, c'est que eux, ils font de la pub sur ta création, donc ils te doivent de l'argent. Sauf que ça, c'est à toi d'aller voir. Coucou Google, coucou YouTube, mes droits d'auteur. C'est hyper dur, quoi. Donc nous, on connaît pas le droit. Tu vas pas dire, je vous attaque, vous me devez tant. Et surtout, c'est une loi française aussi. C'est ça, et c'est une loi que en France. Ça s'applique que au contenu francophone. C'est ça s'applique, ouais, exactement. Parce que je suis avocat, en fait. Ok. Putain. J'ai des questions là. Non mais voilà, je drop l'anecdote, ouais, c'est que sur le contenu francophone. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, y a des associations comme la SCAM, la SACD, je sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est les deux que je connais, où tu t'inscris, eux ils ont un robot qui va scanner ta chaîne YouTube, dire t'as fait tant de vues, bah on va réclamer tant à YouTube. Et eux ils ont passé des accords avec Google, et là il y a pas longtemps avec Meta. Et en gros, toi t'as juste à déclarer tes vidéos, et après 9 mois plus tard, parce qu'il y a un gros décalage, où c'est 6 mois plus tard après la date de fin de déclaration, donc en gros en général 9 mois plus tard, tu reçois des indemnités de droits d'auteur. Très clair. C'est l'équivalent en gros de la SACEM dans la musique. C'est ça, voilà, exactement. Les royalties. Et donc du coup, en proportion, mais vraiment vite fait, approximativement, là si on prend les 3 derniers mois par exemple, est-ce que les revenus de droits d'auteur c'est 20% par exemple du mix les collabs 70, tu vois, enfin c'est quoi les proportions à peu près Je suis au stade où ça devient lunaire. Du coup, je suis un peu gêné de parler d'argent parce que j'ai l'impression que quand tu parles de quelque chose, les gens se rendent pas compte que c'est pas. Que c'est pas du net, déjà que c'est le chiffre d'affaires. De 1, que c'est pas du net, c'est ça. Et de 2, que moi ça fait un mois que je gagne beaucoup. Enfin, moi ça va faire 3 mois. Les gens sont éduqués de toute façon. C'est vrai. Là ça va faire 3 mois où je gagne vraiment bien. Alors qu'avant, je gagnais bien ou je gagnais suffisamment. Il n'y a pas à avoir honte de bien gagner. Et là, je suis en mode, ça devient lunaire. J'ai un alternant, j'ai un freelance, j'ai un de mes potes, je le fais bosser en freelance quasi H24. Je le paye peut-être 2005 balles par mois, j'ai un loyer à 1500. Tu vois, je commence à avoir cumulé plein de trucs, mais en même temps, c'est parce que j'ai. T'as les rentrées qui vont avec. C'est ça, j'ai les rentrées qui vont avec. Mais du coup, les droits d'auteur. Allez, je suis transparent, je vais pas faire le youtubeur hypocrite. Non mais moi, je gagne pas du tout d'argent. Mais ils s'habillent tous en Louis Vuitton. Non bon bref, après je peux comprendre, parce qu'il y a un côté un peu, on est proche de notre communauté. Mais si tu dis, en fait les gars, on sait tous qu'ils sont millionnaires, mais si tu l'affiches, c'est vrai qu'il y a un côté où tu t'éloignes. Bon moi je suis pas du tout millionnaire. Squeezie a commencé à dire publiquement qu'il était millionnaire il y a genre 2 ans. Ah ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Enfin, ouais, il en fait des blagues de temps en temps. Dans les vidéos, il fait des petites blagues. C'est lui qui gagne le plus d'argent, il fait. Voilà. Bon, j'avoue. Mais en même temps, c'était très tabou au début. La moindre OP, les gens ils me disaient tu fais des OP, enfoiré. Mais là, on sait. De toute façon, maintenant, on est tous en mode. L'audience ici sont des gens qui vivent du milieu pour l'instant. Ouais, j'espère que cette vidéo fera 5 millions de vues, mais. On espère. A priori, en tout cas, tous les premiers milliers de vues. Qui au genou révèle son argent. Non, mais ouais, par exemple, sur YouTube, genre si en un mois je fais 20 millions de vues. Ouais. Sur 3 mois, on va dire 60 millions. Souvent, il y a un mois qui est un peu plus bas que les autres. On va dire 50 millions. Ouais. Les droits d'auteur SACD, c'est 9 centimes, je crois, ou 8 centimes les 1000 vues. Donc, je sais pas, sur 50 millions. Et ils ont fait pour les vidéos de moins d'1 minute. Et comme les shorts, c'était forcément moins d'1 minute, moi, je remontais mes vidéos pour qu'elles fassent moins d'1 minute. Maintenant, on peut faire plus d'1 minute. 3 minutes maintenant. Donc, ça va être à 27 centimes, je crois, les droits d'auteur maintenant. Donc, je vais gagner plus de droits d'auteur. Yes, plein de thunes. Non, et surtout, je faisais 50 millions de vues. Et genre 9 mois plus tard, on me versait genre 4000 balles, tu vois. Ok. Donc en fait, tous les 3 mois, j'avais 4000 balles en plus. En fait, ça faisait genre, ça fait genre 7000, mais eux, ils déclarent à ta place. Du coup, et eux, ils prennent un petit pourcentage, parce que c'est comme ça qu'ils font leur thune aussi. Hein. C'est eux qui te défendent juridiquement, mais ils prennent un petit... Tu vois, je trouve ça peu, même si c'était 7000, tu vois, en vrai, pour 50 millions de vues, bon, c'est pas cher payé. Oui, c'est clair. C'est vrai que quand tu dis, j'ai fait 50 millions de vues. 50 millions, faut les faire, donc tu vois... Tu fais 7000 bruts, ça fait 4000 nets. Mais tu vois, ça fait toujours un complément de revenu qui est cool, quoi. Mais du coup, en proportion, c'était ça ma question de base, c'est que ça fait pas... Enfin, les droits d'auteur, voilà, c'est pas 30%. C'est pas foufou, mais sur un an... oui, c'est... tu craches pas dessus, quoi. Ça fait, si j'ai 4 fois 4000, ça fait 16 000 balles. Pour m'être inscrit à un endroit et juste déclarer mes vidéos, parce qu'il y a des gens qui savent même pas que ça existe. Et ce qui est fou, c'est que genre, en vrai, n'importe qui, s'il y a des gens qui nous regardent qui font même pas de création de contenu, vous pouvez déclarer des droits d'auteur. Après, vous allez gagner 5 €, mais
Si t'as fait une vidéo un peu drôle, une connerie qui a fait 100 000 vues, bon, bah, tu peux gagner 10 balles, tu vois. Oui, c'est ça, c'est que ça vaut le coup si vraiment quand c'est ton métier que tu publies oui, fréquemment. Oui, c'est ça. Mais même si t'as un petit créateur, que tu commences à avoir un peu de vues, même toi, je sais pas, tu déclares tes vidéos de droit d'auteur. Oui. Bah voilà, tu vois. Et toi, ça te fait combien? Des millions, mec. Enfin, moi, j'ai pas honte de le dire, je suis millionnaire grâce à la SACD. Inscrivez-vous. Non, dis-le pour de vrai. Arrête les blagues. En vrai, là, ça fait même pas 3 mois que j'ai lancé le podcast, donc pour l'instant, ouais, j'avoue, mais ça va pas être beaucoup de toute façon. Et sur tes vidéos mais sur mes autres vidéos, moi, je crois en tout, j'ai dû gagner quelques milliers d'euros avec ça. Ouais, bah c'est quand même bien, tu vois. Ça fait pas 50 millions de vues, enfin, j'ai pas de short et tout ça, donc c'est les vues longues. Donc c'est mieux, comme tu dis, ça doit être autour de 20-30 centimes mais c'est ça, les 1000, mais il faut être au courant que ça existe, quoi. Mais en tout cas, oui, sur 3-4 ans, oui, ça fait, je sais pas, peut-être 10 000, un truc comme ça. Donc c'est bien, tu vois, ça se passe. Ouais, c'est trop bien. Absolument rien à voir. Bon, merci pour cette parenthèse très intéressante, mais pour terminer avec un dernier sujet dont je voulais parler aussi, sachant que toi en plus t'es dans l'humour, donc peut-être que voilà, ton point de vue est différent sur ça, mais est-ce que tu penses que les créateurs ont une responsabilité sur les réseaux? Si je prends l'exemple par exemple de la vidéo sur Trump que tu as faite, est-ce que tu penses que est-ce que tu réfléchis avant de faire une vidéo comme ça, ou est-ce que tu te dis je m'en fous? Un petit peu. Après, je me dis que Trump c'est tellement lunaire ce qui se passe que en faire une parodie, c'est limite justifié tout de suite. Tu vois, si je fais une parodie de Attal et je sais pas du débat si je fais une parodie du débat des législatives avec Attal et Bardella, tout ça, effectivement, je vais me poser beaucoup de questions parce que je sais que ça va susciter de ouf. La Trump, c'est quand même un autre pays. Et la situation, je pense que même s'il y a des partisans de Trump en France, ils vont juste être en... Ouais, j'avoue, il a un peu pété son crâne, tu vois. Genre, il y a une espèce de consensus de qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et donc, moi, de toute façon, tant que je prends parti de la raison générale, la raison collective, je me pose pas trop de questions, ouais. En fait, tant que c'est dans le... Oui, c'est ça. Si je joue... j'avais une autre version que je trouvais drôle, c'était d'aller plus loin dans la martyrisation. Je me suis dit, c'est peut-être un peu chaud, tu vois, de jouer Trump. Et en gros, le sketch, pour ceux qui l'ont pas vu, je joue Trump. Et c'est par rapport à l'interview qu'il y a eu Trump-Zelensky. Je joue Trump et on se fout un peu de sa gueule en live, comme il s'est passé, mais on va plus loin, on fait des blagues et tout, on lui chie un peu dessus, quoi. Mais ça dénonce un peu le comportement. Justement, moi, je joue Trump qui dit j'ai le gros kéké, dites-le que j'ai le plus gros kéké que toi. Parce que je me suis dit, Trump, on dirait un sixième. On dirait il a un problème d'ego de sixième. Moi j'ai un plus gros zizi, tu vois, genre vraiment. Pour donner le contexte, effectivement, c'est un sketch en gros de l'altercation qu'il y a eu entre lui et Zelensky début mars, quoi, au moment où on tourne. Exactement. Et du coup, là-dessus, ça va, tu vois. Niveau politique, je me mouille pas trop, tu vois. Okay. Et sinon, globalement, je fais pas trop de politique. Je fais des sketchs avec des messages de temps en temps quand même. Ou genre, là j'ai fait un sketch genre les dates en 1960. Ben, il y a toujours des petits échos aujourd'hui en fait, tu vois. Ouais. Je fais toujours faire des blagues ou des petits trucs pour aller... Bon après c'est des trucs généraux, genre je dis pas que je suis... je suis contre la misogynie, je suis contre l'homophobie, je suis contre le racisme. Je suis pas porte-étendard de ça, mais de temps en temps je fais des sketchs qui en parlent un peu, quoi. T'es pour le racisme? Je suis pour le racisme. Parfait. Mais ça ferait un super sketch. Ok, dernière question sur ce sujet-là, c'est un peu lié, mais est-ce que tu as déjà eu un bad buzz ou des problèmes en tout cas liés à, je sais pas, soit pas une prise de position, mais on va dire à un contenu que tu as traité J'ai un très léger bad buzz, mais c'était plus un truc de culture, je pense. En gros, comme du coup je fais du contenu francophone, j'ai quand même une communauté aussi en Afrique. Ouais. Dans plusieurs pays d'Afrique, Cameroun, Côte d'Ivoire et tout. Et genre, là il y a pas longtemps, j'ai fait un sketch sur un quiproquo entre deux mecs qui coupent des bambous. Il dit ah, tu peux me passer le bambou là? Et au même moment, il y a un Renoir qui passe. Et il dit t'as dit quoi toi? Et moi je dis ah non, c'est pas du tout ce que vous pensez, on vous appelait pas bambou là du tout. Il dit t'as dit quoi? C'est pas un bambou, c'est un Fargesia. C'est une plante monocotylédone de la famille des poacées. Et en fait, bon bah ça c'est la blague. Et à la fin, j'ai fait un accent camerounais. Okay. J'utilise de l'argot camerounais parce que dans ma première boîte, je faisais du montage et on avait un média Afrique francophone. Donc je faisais des montages de Côte d'Ivoire, de Cameroun, de machin. Ah, tu connaissais par cœur du coup. Du coup là, j'ai utilisé du vrai argot camerounais. Et là, ils m'ont dit wow, trop fort, trop drôle. Et ça c'est hyper bien passé, tu vois. Parce que quand tu te fous pas de la gueule des gens et que tu utilises le vrai accent, les vrais mots, ils sont putain trop drôle, il le fait trop bien. Et genre là, j'ai pas eu de bad buzz du tout, tu vois. Par contre, j'avais fait une vidéo il y a 2-3 ans. C'était à mes débuts, je faisais un peu humour noir, un peu plus punchy. Moi j'adore Haroun,
comme humoriste. Et c'était mon inspiration du moment à l'époque. Je me disais, putain, j'adore tous ces trucs. Et je vais faire que des trucs un peu humour noir et tout. Et je me souvenais du cliché que je trouvais con. J'aime bien ce cliché parce qu'il est stupide, mais c'est genre, finis ton assiette. Tu penses aux petits Africains qui meurent de faim? Tu vois, genre, moi, je viens de la campagne, toutes les daronnes, même les nounous, les machins, tout le monde a déjà dit ça, tu vois. Ouais. Une fois que tu finis pas ton assiette, on dit, tu penses aux petits Africains qui meurent de faim, ou aux Asiatiques qui meurent de faim, ou à machin qui meurt de faim, tu vois. Ou si t'étais sur une île déserte, tu mangerais. Tu sais, c'est toujours des réflexions un peu bêtes comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais jouer le gros débile. Et du coup, il y a ma mère qui arrive et qui me dit, Guillaume, t'as pas fini ton assiette? Et je dis, ouais, mais j'ai plus faim. Et bah, tu penses aux petits Africains qui meurent de faim. Et d'un coup, je fais un gros regard calme en mode, et genre, je prends mes restes, je les mets dans un carton, j'écris sur le carton Afrique, en mode le mec teubé quoi. Genre, ça n'existe pas, tu peux pas poster l'Afrique. C'est un continent, ce n'est pas qu'un seul pays. Et du coup, je poste mes restes et je vais à la poste, je mets ça dans une boîte aux lettres à la poste et je fais faites comme moi et aidez l'Afrique. Et genre. Ah, ok, et du coup. Et c'est même pas ça, c'est un peu. C'est genre, je dis de rien l'Afrique avec genre une musique Toto Africa. Hyper good vibe. En gros, je joue le gros con, premier degré, tu vois. Et en France, ça marche trop bien et tout. Sur YouTube, elle fait 2 millions. Et à partir de 2,1 millions, là, elle est passée en Afrique francophone 100%. Et là, c'était divisé entre des gens qui étaient en mode. Ils ont la ref et ils font trop drôle. C'est trop drôle. Qui l'ont mal pris, quoi. Et des gens qui n'ont pas la ref, ils savent pas qu'en France, la plupart des darons, elles disent ça. Et du coup, je me suis pris des vagues de haine de mais on a de la bouffe en fait en Afrique, sinon comment on vivrait? Bah oui, genre, il y a que certains pays qui vivent des crises où bah, géopolitiquement, il y a une guerre, donc bah ouais, c'est un peu chaud, il y a de la famine. Mais c'est pas du tout le continent, quoi. Sinon, il n'y aurait pas d'habitants. Ok, le drama, c'était même pas qu'ils l'ont pris en mode c'est dénigrant, etc. Bah, un peu valorisant, mais non. Ça, il y en a, ils étaient vénères, ils étaient en. Tu crois que tu nous envoies tes restes comme ça, tu nous prends pour qui? Il y avait des gens en mode, en fait l'Afrique c'est un continent, il y a plein de pays. Il y avait des gens qui on a beaucoup de nourriture ici, on n'a pas besoin de la tienne. Et je me suis pris une sorte de vague de haine comme ça. Et il y a un mec un peu, bah d'ailleurs il enchaîne les bad buzz sur Insta, je tairai son nom. Il m'a remis en story et il m'a mis genre, tu sais genre l'emoji qui est censuré avec la tête en colère. Il est sérieux lui, emoji censuré, tête en colère. Et lui il a une énorme commu afro. Et j'ai reçu des menaces de mort et tout. J'ai reçu plein de messages. Le facile. Et du coup je l'ai contacté, je lui ai dit bah écoute mec, c'était justement de l'autodérision, je me moque de ce cliché. Moi à la base je tourne ça en dérision parce que l'argument de base est déjà débile. J'essaie de lui expliquer et je lui ai même fait un message en mode je suis sûr que t'avais compris, c'était de la dérision parce que bah, t'es pas bête et je pense que machin. Et en gros, je pense qu'il a un peu fait genre. D'un coup, il a switché, il a fait non, mais bien sûr que j'avais compris que c'était une blague. Je retire ma story, mais fais gaffe à toi quand même. Ok, bah, super. Ouais, juste s'il voulait des vues. Ouais, ok. Ouais, et du coup, il m'a un peu mis dans la sauce. Mais en fait, ça a pas fait tant de bad buzz que ça. Ouais, c'était. Parce que en fait, j'ai reçu un bad buzz, mais de peut-être 5% de l'audience, tu vois. Ouais. C'est pas. J'ai pas eu un truc de 50% des gens m'ont dit. C'est horrible, mec. Oui, c'est post 2 millions, comme t'as dit, quand c'est passé d'un Lego en Afrique. C'est ça, j'ai eu 2 millions de gens qui m'ont dit génial, et d'un coup, j'ai eu un truc de. Voilà, c'est mon mini bad buzz. Ok, bon, c'est. Enfin, en fait, je te demandais aussi parce que quand je regarde tes commentaires, etc., t'as que des fans en fait, c'est trop. Enfin, ouais, c'est vrai, c'est assez marrant. Ouais. T'as pas de haters, mec. C'est assez drôle, ouais. Dès que j'ai un hater, il y a 50 commentaires en dessous qui le démontent. Ouais, t'as rien à faire. Du coup, c'est trop bien, j'ai une communauté qui m'auto-défend. J'ai une armée de soldats là. Je suis pas très proche, je raconte pas trop ma vie, mais je suis hyper content de ma commu, ouais. Mais merci beaucoup d'ailleurs, en tout cas de t'être confié comme ça, parce que comme je le disais au tout début, tu fais pas forcément beaucoup d'interviews et en plus sur tes réseaux à toi, t'es assez, on va dire, discret sur ta vie. Ouais, je sais. Mais non, mais franchement, c'était très cool. Moi, je me suis régalé. Là, on arrive du coup gentiment à la fin. J'ai les 2-3 petites questions que je pose à tous mes invités sur la fin. J'espère que l'exercice t'a plu et que. Bah, carrément. T'as bien flatté mon ego là, ma vanité. Bah écoute, non, c'est franchement régalade, c'est premier degré et je pense que ça va être aussi inspirant pour des gens qui sont pas aussi avancés que toi, on va dire, et qui sont sur les réseaux, que pour même potentiellement des monteurs, des gens qui voudraient travailler avec des gens comme toi, tu vois. Je veux dire, t'as donné plein de matières, c'est méga intéressant, enfin franchement. Non, bah avec merci plaisir, pour tout ça. Beaucoup. Mais moi, ça m'a apporté beaucoup de réflexion, tu vois. En vrai, ça me fait prendre du recul aussi, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a un truc que je me disais. J'ai l'impression qu'on bosse toujours pour notre futur nous, tu vois. Ouais. Bon, ok, c'est galère, mais mon futur moi, il sera là-haut, tu vois. Et ça, j'ai pris conscience il y a pas longtemps de me dire, putain, quand je faisais des heures sup à faire une vidéo par jour, à enchaîner études, alternance et les vidéos sur les réseaux jusqu'à 3h du mat,
bah c'était pour maintenant en fait. Et c'est maintenant que je peux jouir de ce que j'ai rêvé depuis 10 ans, tu vois. Justement, tu lui dirais quoi à ton toi du passé, le Guillaume de l'époque Shaolin Master, on va dire, tu vois? Tu lui dirais quoi? Est-ce que tu changerais rien ou est-ce que tu lui donnerais 2-3 petits conseils quand même pour... Non, je pense que je changerais rien. Rien du tout? En fait, je pense que de par une sorte de frustration peut-être, est née l'envie, tu vois. Alors que si je donnais tout de suite des conseils... En fait, c'est con, mais si tu donnes à quelqu'un une armure, une épée, un bouclier, mais qu'il n'a pas la carrure de la porter, il va dire oh putain c'est trop lourd et il peut s'effondrer en fait parce que tu peux lui dire regarde c'est hyper facile, je te donne tous les outils, regarde t'as la super caméra à 6000 balles, regarde t'as tous les jouets et sauf qu'il va faire une vidéo ou deux et d'un coup il va faire putain j'y arrive pas alors que j'ai tout, je suis une merde. Il n'y a pas la courbe d'apprentissage. C'est ça, alors que c'est hyper important d'échouer. C'est hyper important d'être frustré et d'échouer. De galérer. C'est ça. Et justement, chaque petite étape est une petite victoire. J'ai acheté des micros à 200 €. Alors maintenant, j'achète un objet. Du coup, j'ai ouvert une boîte là il y a 2 mois. Et maintenant, je suis en train de découvrir qu'on peut faire passer des choses en frais de société. C'est fou. C'est fou. Attends, tu payes. Là, on arrive au vrai sujet. C'est fou. Mais c'est fou. Ouais. Moi, je suis mais attends, je peux acheter du matos. Et c'est encore le matos, et je le paye moins cher que si je l'achetais avec mon argent perso. Ouais. Bah, je te souhaite d'avoir beaucoup de charges professionnelles et peu et un maximum d'évasion fiscale. Le mec horrible. Oh bah tu te enfin bref, on s'entend. La toute dernière question que je pose à tous mes invités aussi, comme je te le disais, c'était maintenant que tu as pratiqué cet exercice, on va dire, et que tu l'as fait, que tu as vu à quoi ça ressemblait, qui est-ce que tu verrais bien du coup à ta place sur ce siège et que tu aimerais entendre parler un peu de ces sujets-là? Qui est-ce que j'aimerais envoyer dans une position aussi inconfortable que celle à laquelle tu as été? Non, moi je me dis, non, pour revenir sur la position, je me dis, ça se trouve, je sais pas du tout, enfin je sais pas de quoi j'ai l'air derrière la cam, ça se trouve, j'ai l'air d'un vieux mec qui est en mode l'argent, ouais, les réseaux, c'est mérite, c'est que du mérite. Tu vois, j'ai trop peur d'apparaître comme ça, tu vois. Mais non, déjà. Non, je sais pas, mais. Bref. Peut-être que je n'aurais pas dû me livrer autant, je m'en fous, moi je suis transparent, moi. Moi je suis de la campagne, on parle français, les gars. On a tourné 2 heures français. On a tourné 2h10-15, c'est vrai. T'inquiète. Mais qui est-ce que j'aimerais inviter ici? T'es audace? Ouais. D'ailleurs, ah oui, je Damien Maubert. Damien et Théo, du coup, qui sont passés sur le podcast, ont répondu à cette exacte même question, toi-même, donc Guillaume, pour l'invitation. Donc c'est la preuve que ça marche, c'est pour ça que je continue de prendre en otage mes invités comme ça, parce que ça fonctionne en fait, donc je vais juste continuer. La prochaine fois, tu inviteras Guillaume Genou, le forceur. Qui est-ce que tu pourrais inviter? Tu cherches quoi comme profil? Un peu néophyte, n'importe, ça peut être un créateur. T'as déjà vu Victor Apchi? Non, mais je comptais l'inviter. Victor Apchi, c'est très intéressant. Hein. Victor Apchi, il a beaucoup de choses à raconter. Donc Victor Apchi, il est trop chaud. Ouais. Puis même lui, il a un truc de fou que je trouve, c'est... lui, ça y est, les réseaux, il a pété 1,5 million sur TikTok il y a déjà 2 ans. Ouais, là, il a 2 millions, c'est le padré. En vrai, voilà, c'est le padré, il est chaud. Moi, je commence à bien gagner sur des OP. Des fois, je suis à 5 chiffres quand j'arrive à vendre en mode... En fait, si je vends plusieurs plateformes, je peux faire x2 sur mon prix, en fait, tu vois. Ouais. Ou x3. Si je vends sur toutes les plateformes. Du coup, des fois, c'est ça. Genre déjà dépasser les 4 chiffres, arriver à 5, c'est ouf. Et lui, c'est lui qui m'en parlait, il me dit mec, faut que tu fasses des trucs comme ça et tout. Et lui, genre il gagne très bien sa vie. Ce gros capitaliste de merde. Non mais c'est vrai le gros richou là. Vous pensez qu'il est pauvre? Non. Il a un côté entrepreneur et performance aussi. C'est ça, en fait, c'est ça qui est ouf. Sa boîte et tout, c'est vraiment... C'est que lui, il gagne pas mal de thunes. Très fort. Mais en fait, c'est pas du tout son intérêt. Et lui, son kiff, c'est il prend un vélo, il prend 3 t-shirts, un sac à dos et il va faire l'Inde à vélo, tu vois. Ouais, bah là, il a fait ça il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça, il a fait ça. Et il fait genre Paris jusqu'à Dakar à vélo, il a fait Los Angeles, Mexique. Et lui, son kiff, c'est pas du tout. C'est ça qui est ouf, c'est que genre, tu dis, les gens, dès qu'ils ont de l'argent, ça y est, ils changent. Pas du tout. Genre, en tout cas, lui, c'est l'exemple même de. Bah, j'ai de l'argent, mais. Ouais. En fait, l'argent lui permet de se dire, bah, je peux partir 1 mois sans bosser. Et faire du vélo et transpirer sous le soleil. Ouais, ce mec inspire la paix. C'est ça, tu vois. Ouais. Genre. Il a fini le jeu, tu vois. C'est ça. En fait, moi, je pense que je suis un peu craintif de la réaction des gens qui se disent ah ouais, il gagne de l'argent, il est pas comme nous, tu vois. Mais les gars, il y a des mecs, ils font de la télé-réalité, ils ont jamais fait quelque chose de fou, ils vont vivre à Dubaï et on leur tape pas sur les doigts et nous, on essaye de produire un truc un peu. Je critique pas les gens de la télé-réalité, tu vois, mais on les laisse tranquilles, tu vois. Eux, c'est dans leur lifestyle, c'est de faire des trucs de luxe. Et nous, si on a envie de faire du luxe, pourquoi pas, tu vois. Moi, c'est pas trop mon kiff, je suis pas trop là-dedans.
Mais c'est les gros objectifs. Mais c'est ça, tu vois. Moi, c'est les gros objectifs, les grosses caméras. Ça peut monter, le prix, il est up to l'infini sur les objectifs. Ça. Ouais, c'est clair. Mais Victor Apchi, très bonne reco, très inspirant, très pertinent. Pour le coup, hyper créa et tout, donc ouais, je dirais Victor Apchi. Puis c'est lui qui m'a lancé. Hein. Ouais. Bah oui, il a parrainé, entre guillemets, énormément de créateurs et de créatrices. Mais moi, c'est vraiment lui qui m'a donné la motive. C'est même lui qui m'a dit, fais une vidéo par jour, arrête avec la caméra, arrête avec tout. Et je n'arrête pas de le dire, je le dis partout, merci Victor. Victor, on t'embrasse. Et je t'harcèlerai jusqu'à ce que tu passes aussi. Moi aussi, je t'harcèlerai, Victor. Parfait. Non mais écoute, merci, on arrive gentiment à la fin. C'était un épisode, tu vois, c'est passé super vite. On a fait plus de 2 heures, je sais pas exactement combien. Un documentaire. Ouais, un documentaire sur le spécimen Guillaume Genoux. Je pense que personne ne t'aura jamais vu parler aussi sérieusement pendant aussi longtemps sur Internet. Donc je suis honoré d'avoir cette exclusivité. Mais t'as de la chance, je me suis contenu, hein, parce que là j'ai envie de faire que des blagues depuis tout à l'heure, mais... Ah, trop mais après je me suis dit ça va être chiant en fait. Et c'est pas ma commu, tu vois, ce serait ma commu, je ferais que des... Waouh. Que des blagues. Non mais j'espère qu'il y a quand même au moins 3 personnes de ta commune qui seront intéressées. Ouais, j'espère qu'il y a des gens qui rigoleront un peu. Non mais franchement, méga intéressant. Merci encore Guillaume. On va clôturer sur ça, tranquillement. Et puis je vais te laisser aller sauver ton alternant qui est en PLS de ce que j'ai compris. Pas du tout. Ouais, je vais surtout aller manger. Heureux que ouais, moi aussi. Non, il est très heureux. De faim, là. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé. Il est très heureux mon alternant. Il est... Oui. Ok. Comment il s'appelle? Parce qu'on dit l'alternant depuis... Jonathan. On t'embrasse. Jonathan. Moi je l'appelle l'alternant. Alternant. Il n'y a rien d'autre dans Montage. la vie qu'alternant. Montage alternant. Café. Il est... Horrible. Le mec horrible. Depuis qu'il a une SASU, ça c'est... merci Merde, Guillaume. J'ai oublié de lui dire de faire mon repas, putain. Ah ouais, bah voilà. Cuisine. Vraiment, c'est une marche par mots-clés. 20 minutes. C'est Cyril le type. Gnocchi, gorgonzola. Jonathan, on t'embrasse. Merci beaucoup Guillaume, merci à tous et à toutes pour ceux qui ont regardé. Comme je disais au début, laissez en commentaire, dites-moi si ça vous a intéressé de creuser aussi longtemps, aussi profondément plutôt, sur un profil qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, on va dire, sur des sujets aussi sérieux, on va dire, et créa. Oh my god. Pour ceux qui ont écouté, sur Spotify et les autres plateformes, mettez 5 étoiles, ça nous aide énormément. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Solo. Merci beaucoup. Salut, mettez merci 5 Guillaume. étoiles pour les biceps quand même. Parce que le mec est là. Merci. Il se la tue. Je me la donne. Allez, ciao, merci beaucoup. Petit rappel, juste pour t'indiquer que si tu cherches à embaucher des freelances facilement, ou si tu es toi-même freelance et que tu cherches à mettre en avant ton profil auprès des créateurs de contenu, notre plateforme 100% gratuite WebTalent est disponible en description. Merci beaucoup et à très vite sur Solo Créa.